Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue au... J'ai l'impression que j'ai fait sursauter mes invités. Bienvenue au podcast Parents et amis. Aujourd'hui, on va faire tout un tour de piste, les amis. J'ai deux invités, un avec qui je vais animer les discussions et l'autre qui représente un acteur majeur dans le journalisme sportif de la région de Québec. Sans plus attendre. Bonjour Maurice Dumas, comment ça va? Ça va bien, mais... Bienvenue. T'es-tu un de ceux qui a fait un saut? Non, je suis pas pire là-dessus. Bienvenue aussi à mon co-animateur du moment de circonstance, une première pour moi, co-animé avec quelqu'un. C'est le monsieur marketing et médias, le prof Luc Dupont. Bonjour Luc. Bonjour Gilles et bonjour Maurice. Peut-être un petit mot, Luc, pour expliquer ta présence et un peu la genèse de cette idée. Je crois que, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est un cadeau, je me cacherai pas. Je suis très content que, un, tu m'aies invité et deux, d'avoir Maurice, parce que parler de sport à Québec, parler évidemment de la Ligue nationale, parler de l'IMH aussi, parler de tout ce qui a contribué à bien des égards à faire de Québec, à une certaine époque, une ville importante sur le plan du sport, parce qu'on parle des Nordiques de l'IMH, mais il y a eu aussi momentanément le Caribou, qui avait gagné d'ailleurs le championnat de la Ligue. Cette même année-là où à peu près les Nordiques avaient gagné la Coupe AFCO, on était en 77, et les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley. Si je me souviens bien. Oui, le Canadien avait gagné 4 années d'affilée, je pense, 75 à 79. Et donc, on a avec nous aujourd'hui quelqu'un qui a vécu tout ça, qui est moi je pense qu'il est un chanceux. Et c'est quoi? Non, vas-y. Oui, et qui en même temps, c'est ça, peut nous en parler avec beaucoup de... On va le faire. C'est quoi? Je pense qu'il faut prendre 2-3 secondes pour saluer ceux qui ont travaillé avec toi, qui sont partis, donc Claude Bédard récemment, parce que toi-même, inévitablement, ça te ramène dans tes souvenirs, puis ça nous repousse tout le temps vers, coudonc, je suis le prochain. Non, mais c'est vrai que c'est même... Moi, je suis rendu à 60 ans, puis je le sais que je pense pas comme à 40 puis à 30. Tu sais, à 20 ans, je sac de tout, il n'y a aucun problème. Moi, je te donnerai pas mon âge, là. Non, mais c'est sûr que on a vu Claude Cadorette, il y en a puis Albert, puis tu sais, c'est tout. Claude Larochelle. Ben oui. Mais tu parles de Claude Bédard. Oui. C'est lui qui m'a emmené à Québec. Parce qu'avant de travailler au Soleil, j'ai été 1 an au Journal de Québec et c'est Claude Bédard qui m'avait emmené à Québec. Et l'année d'après, j'étais traversé au Soleil avec Claude Larochelle. Je peux te dire que les années suivantes, on se coltoyait pas mal fort. Oui, on va parler de ça en détail tantôt. Mais est-ce que tu avais gardé un contact avec M. Bédard ou pas tant que ça? Oui, on a fait un podcast ensemble il y a 3-4 ans sur les Nordiques. Oui. Pour l'avoir écouté en détail, extrêmement détaillé. Pour quelqu'un qui voudrait faire le tour. Et l'approche était très originale, c'est de dire faisons une année à la fois. Donc, 72, Tremblay, Richard qui arrive, Maurice Richard, qui après 2 matchs décide que finalement, c'est peut-être pas son truc. Par la suite, évidemment, les autres années subséquentes, Plante, l'année de Plante, qui a été d'ailleurs très difficile, où ça en passait proche au fond de... Et c'est ça aujourd'hui qui est fantastique avec Maurice. On va évidemment tous raconter ça. Absolument. Mais juste pour savoir, par curiosité, Maurice, comment tu occupes tes journées? Tu as retraite depuis un bon bout, mais est-ce que tu travailles encore ou non? Non, je ne travaille plus, mais par contre... je suis toujours dans l'entourage des capitales. OK, ça, ouais. Mais toi, Monsieur Baseball, moi, je savais pas, en lisant sur toi, je savais pas que non, mais c'est vrai, je savais pas que tu as trippé puis t'aimes encore autant le baseball. Oui, puis écoute, pour te dire comment j'ai trippé sur le baseball, à l'époque où je couvrais les Nordiques, lorsqu'arrivait le printemps, puis on voyageait avec les joueurs à cette époque-là. Là, c'est vrai. Le même autobus, le même avion. Puis les joueurs, le printemps, me disaient, Maurice, prépare-nous un quiz sur le baseball. Fait que là, souvent dans l'autobus, je prépare un quiz avec eux. Puis là, Michel Bergeron se levait. Puis il me criait, Maurice, tu couvres une équipe de hockey, c'est pas du baseball. Mais oui, Michel, ils me l'ont demandé. 15 minutes après, Michel venait s'asseoir pour participer au quiz. Donc, c'est sûr que tu as aimé. Fait qu'aujourd'hui, tu as regardé la Série mondiale? Ah oui, absolument. Mais comme je mentionnais, je suis dans l'entourage des capitales. Okay. Je fais des petites job-ins pour eux, là, pour m'amuser. Mais et j'ai beaucoup de petits-enfants qui font du sport. Je peux-tu vous dire que je suis occupé pour faire le taxi.
Puis les matchs, j'en ai 5 qui font du sport, là. Alors, puis on touche à tout. Hein. Mais t'aimes ça, tu sais, quand oui. ça a été ta vie. Oui, puis mon épouse aussi, ça fait que... OK. C'est pas un gros sacrifice. Non, parfait. Ben écoute, comme on a du temps en podcast, je veux qu'on remonte au début. C'est-à-dire, t'es pas un gars de Québec, t'es pas né à Québec. Non, moi, je suis né à Saint-Antoine-de-Pont-Briand. Et puis... ça se rapproche de quoi, mettons, ça? Ça, c'était à quelques milles de Thetford Mine. OK. Et puis, quand même, en bas âge, la famille a déménagé à Thetford. Et puis, j'ai fait des études là. Et puis, même, à l'époque, j'avais commencé à travailler. Puis, le cours en journaliste à l'Université Laval se donnait seulement que le samedi. Une journée? Le samedi seulement. OK. Alors... C'était-tu comme une mineure dans le temps? C'est quoi ça? C'est un cours d'1 an? Je suis allé 3 ans, puis finalement, j'avais été transféré... T'as-tu coulé 2 ans? J'avais été transféré à Sherbrooke, alors ça devenait plus compliqué. Mais en gros, j'ai œuvré pendant 8 ans à Thetford Mine avant de m'installer à Québec. Un peu de journal local, vous avez fait la même? Oui, et même, il y avait le quotidien La Tribune, à l'époque, qui avait une page consacrée à Thetford. Mais moi, j'ai été à la plus belle école de journalisme. Dans ce milieu-là, tu touches à tout. Tu fais une assemblée du conseil municipal. Le lendemain, tu couvres les sessions de la paix. Tu fais tout, un peu de sport, un peu de ci, un peu de ça. Fait d'hiver peut-être s'il y en a un. Oui, alors pour moi, ça a été une école merveilleuse. Mais les gens de notre génération et la plus vieille ont beaucoup commencé de même. Moi, la plupart ont commencé avec soit fait d'hiver. Tu prenais ce qu'il y avait disponible, puis à un moment donné, tu faisais ton chemin. C'est ça, puis après ça, finalement, à un moment donné, je me suis dit... Ici, j'ai fait le tour, là, puis j'ai commencé à accepter des offres de déménagement. Il faut que je te demande, parce que c'est souvent important dans une carrière, l'influence des parents. Est-ce que tes parents te soutenaient? Je t'en parle parce que tu as 2 enfants qui réussissent très bien dans le milieu. Hugo et Guillaume. Ça va bien chercher son nom, mais et pourtant. Donc, les 2 sont dans les médias, puis... Tu me diras ce que tu voudras sur eux, mais est-ce que c'est toi qui les as poussés ou au contraire, tu as juste dit faites ce que vous voulez, puis ça a donné de même? Vous me croirez pas. J'ai absolument pas poussé. Puis, Guillaume a étudié à l'Université Laval en administration. OK. Oui. Puis, il n'aimait pas ça ou... mais ça sert toujours pareil. Ouais. Et puis, Hugo, lui, a fait ses études à Montréal, mais en communication plus. Là. Mais ça n'a jamais été une discussion dans la maison. OK. Le dimanche soir, on ne parlait pas ça au souper. Là. Non. Mais par contre, c'était un peu comme chez nous. Chez nous, on était une famille de 9 enfants. Puis mon père, à cette époque-là, nous disait « Fais ce que tu as envie de faire. » Puis moi, avec mes enfants, c'était la même chose. Mais ça reste vrai, là? Oui, absolument. Puis comme je mentionne toujours, j'ai 3 enfants, mais le monde me parle seulement de ces 2-là parce qu'ils ne connaissent pas le 3e qui est en affaires. Mais parle-moi-en 2 secondes, c'est l'occasion. Ouais. Il est en affaires, c'est ça? Il n'a pas besoin d'être connu parce que les autres sont connus. Mais publiquement. Parce qu'il dit... c'est moi qui fais vos rapports d'impôts. Soyez gentil. Puis en voulant dire, je fais probablement plus d'argent que vous autres. Ah, ben oui, c'est une façon... ça se peut. Mais inévitablement, on parle de médias un petit peu, mais la parenthèse est ouverte sur tes fils qui sont dans le milieu. Mais ça bouge tellement, on en parle beaucoup avec le prof Dupont. D'une certaine façon, en termes journalistiques, je trouve que la période des 10 dernières années est très excitante dans le sens où il y a tellement de changements, il y a tellement d'avancées, la science pousse tellement les nouveaux médias. Il y a tellement de possibilités. Là, l'intelligence artificielle. Tu sais, on vit quelque chose qui peut être épeurant parce que c'est troublant. Puis là, on voit que ça amène des changements réels dans la vie des gens, la vie des médias. Puis tu sais quoi? Ça n'a rien à voir. Moi, je le dis, là, mais c'est pas contre ceux qui sont là présentement. Mais moi, je suis passé d'un temps, puis je me dis, avec mes chums qui sont sur le bord de la retraite, Crête et Perrault, mes amis à moi, on se dit, on est passé dans le bon temps. On a été chanceux d'une certaine façon parce que tu dois dire la même affaire. Exactement. Mais savez-vous quoi? À mon époque, là, on pouvait changer de média à tous les 6 mois. C'était pas compliqué. T'allais cogner, puis oui? Absolument. Alors, mais c'est vraiment plus comme ça, là. Mais tu sais, juste pour que les gens comprennent, Luc, le Soleil, un bout de temps, dans les années 80, si je me trompe pas, ou 70 certainement, il y avait 700-800 employés. Il faut juste se mettre ça. Oui, absolument. C'est dur à imaginer, 700-800 au Soleil. Oui. C'est vrai qu'il y avait la typographie, tout, mais quand même.
Des photographes. Et c'était une bâtisse gigantesque. D'ailleurs, moi, mon premier souvenir de média, là, si je faisais ma psychanalyse, c'est visiter le soleil, donc en bas de la côte. Oui, absolument. Et à l'époque, c'est là qu'on l'imprimait. Oui. Et on m'avait remis en sortant une plaque, parce que c'était des espèces de plaques. C'était monté sur le plomb, comme il disait. Et on m'avait donné ce petit cadeau-là, que j'ai encore aujourd'hui. Ah oui? Et j'ai souvenir à un moment donné qu'on commence à faire. On met en marche les rotatives. Et là, je les vois, ça tournait à une vitesse absolument. C'était dément. Et c'est le premier moment où il y a une espèce d'excitation. D'étincelle? Oui, de dire, mais c'est fascinant. Parce que, évidemment, à la maison, moi, mon père lisait Le Soleil, Le Journal de Québec, Le Devoir et La Presse. Et le samedi matin... On a connu l'édition de fin d'après-midi. Nous autres, quand on a ça aux jeunes, ils partaient rire, le Grand Journal. Puis nous autres, on ne pouvait pas toucher tant que mon père l'avait pas pris. Même s'il était arrivé, il fallait que le papa arrive, parque son char, puis prenne son journal. Un coup qu'il l'avait lu, on pouvait le lire. On se couchait à terre dans le salon. Puis je parle de ça, mais c'est des gens... Ça prend quasiment 55 ans pour avoir vécu ça. Oui, puis et plus. Dans des cas extrêmes, là, tu parles de la plaque qu'on t'avait remis. Dans un cas là, qui était on pouvait aller faire une correction là. On disait au typographe... Là, on dirait que tu vas le voir. Là. Enlève le S, là, ça marche pas. Là. Mais c'était une autre époque. Moi, puis j'en parle encore, j'ai pas peur de le dire, j'ai été extrêmement chanceux de vivre cette époque-là. Fantastique. Puis, où les budgets n'étaient pas un concern comme aujourd'hui, c'était pas pareil. Là, non, c'était pas pareil. J'étais vraiment chanceux. Dis-moi, juste pour être sûr qu'on n'a rien manqué de tes débuts, est-ce que tu savais très jeune que tu voulais faire du journalisme ou parler ou écrire ou c'est arrivé par hasard? Parce que tu parlais de Thetford puis tout, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de quoi qui... Je savais très jeune parce que moi, j'allais à la cabane à sucre de mes oncles. Et Claude Larochelle, à l'époque, avait une revue de sport appelée Sport Revue. Ça a été l'une des meilleures revues de sport qui n'a pas été publiée dans l'histoire du Québec. Et à la cabane à sucre, j'avais commencé à lire ça. C'était barouette, ça a l'air le fun. Et je m'en cache pas à l'époque. T'avais quel âge à peu près pour nous situer? Là? 12-13 ans. 12-13 ans, OK. Puis à l'époque, là, un match du Canadien, pour moi, c'était une religion, là. Les gens ne croient pas ça, là, que j'ai été... Samedi soir au mercredi. Donc, à l'origine... Un fan fini du Canadien, là. Ah oui, absolument. Là. Tu l'as dit 2 fois, là. Non, mais écoute, il n'y avait pas tant d'autres clubs aussi. Puis il y avait un club glorieux pour vrai, là. Oui, absolument. Puis, et je vous dirais, là... Puis dans le village de Pont-Brillant, à l'époque, là, j'allais écouter le hockey à des endroits, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de télévision. C'était plus radio, hein, c'est ça, les gens? Oui, puis... Mais ceux qui avaient une télévision avaient souvent du monde dans la maison. Alors, il y avait un monsieur qui aimait le hockey, puis il m'invitait à aller écouter ça avec lui. Oh. Il fermait les lumières, il baissait les toiles, il me faisait passer par le sous-sol. Pour pas qu'il y ait trop de monde? Pour pas qu'il y ait trop de monde. Je me rajeunis pas, là. Et donc, tu disais en entrée, tu débutes avec le Journal de Québec. C'est ce Non, moi, j'ai débuté à Thetford mais après Québec, le saut suivant... À Québec? Oui. 1 an avec le Journal de Québec, après ça, Le Soleil. Donc, avec Claude Bédard. Claude Bédard. Puis Claude Larochelle qui va te chercher ou c'est Claude qui va, c'est ça. Oui. Le lien avec Claude. T'étais donc bien populaire. Non, mais... Comment ça s'est passé? Conte-nous ça. Du maraudage ou un café, puis ça te tente-tu? Pas vraiment, mais Claude Larochelle s'était informé à une couple de gars qui me connaissaient. Puis ils ont dit, le gars qui vient de Thetford, qui est au Journal de Québec, là, il est bon. Va le chercher. Fait que Claude m'a approché, et puis finalement, je suis allé. Mais lorsque j'ai donné ma décision à Claude, et j'ai dit que je quittais le Journal de Québec, Claude Bédard était à l'extérieur pour un tournoi, je sais pas trop, puis il m'a toujours dit « T'as attendu que je sois parti, hein? » Il a-tu essayé de te retenir pareil ou? Oui, il était trop tard. Non, parce que moi, je m'étais installé à Québec avec l'intention d'aller au Soleil. Le gros journal, c'est le Soleil, non? Oui, mais à cette époque-là. Mais voyons, c'est à quelle année, ça, à peu près? Je suis en 1973. OK. Le Journal de Québec, à cette époque-là, commençait. Il y avait 5 ans, à peu près, maximum. C'était un tirage d'à peu près 16-17 000. Et en même temps, tu n'as pas à te justifier, mais ça se comprend comme décision. Oui, mais par contre, j'avais toujours dans la tête d'aller au Soleil, parce que Claude Larochelle, pour moi, c'était un mentor. C'était un mentor, c'était le... Comment je dirais ça? C'était... Pour moi, puis c'était un homme extrêmement rigoureux. Puis je peux-tu vous dire une chose? Moi, j'étais un de ses chouchous. Mais il m'a pas ménagé. Quand c'était le temps de me donner un coup de pied à quelque part, là,
j'y goûtais. Il m'avait dit une fois, « Hey, le jeune, tu flottes sur un nuage, ça serait le temps que tu descendes. » Tu trouvais que tu poussais pas assez, dans le fond? Non, mais il trouvait que je poussais trop. Là, je me prenais peut-être pour ce que je n'étais pas. Et qu'est-ce que ça pourrait être, les enseignements de Claude La Rochelle? Claude, tu retiens de lui, là? J'ai souvenir d'un échange où, à un moment donné, vous aviez raconté que à l'époque, on disait, on sort pas une nouvelle avant de l'avoir au moins vérifiée 2 puis 3 fois, puis d'avoir des sources. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde Claude La Rochelle, différent. c'était pas compliqué, c'était toujours la même chose. Les petits gars, avant de sortir une nouvelle, mettez-vous une ceinture puis des bretelles. Ça voulait dire, soyez sûr de votre affaire. Si vous n'êtes pas sûr ou à peu près, attendez de le faire vérifier. Mais c'était une ceinture et des bretelles. C'était sa façon de nous le dire. Puis quand il le disait, là, ça prêtait pas à aucun équivoque. Là. Et en 73, donc, l'arrivée au Soleil? En 73, au Journal de Québec. Oui. En 74, Le Soleil. Oui. Au début de l'automne. Puis, juste avant, entre Noël et le jour de l'an, Claude La Rochelle me dit « Tu m'accompagnes à Chicago pour un match des Nordiques. » J'ai commencé là. C'était la première? Ta première fois? Puis c'était-tu le genre à te donner des conseils ou toi, tu pouvais poser des questions? Oui, tu poses des questions et puis il te donnait des conseils, mais par contre, beaucoup de latitude. Il te laissait aller. Tu sais, je veux dire, au début, tu pouvais te laisser faire ton erreur, puis après ça, il te corrigeait, mais tu avais beaucoup de latitude. Mais le style La Rochelle, moi, je me rappelle, pour l'avoir lu, l'imagerie de son écriture, hein, les couteaux lui dansaient dans les yeux, il y avait de la poésie, dans ce qu'on voit pas tant que ça aujourd'hui. Là, non, mais... Un peu comme Folia, je le comparais sur certaines façons de s'exprimer par écrit, des images qui sont fortes. Là. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois, je trouve qu'il ressemble l'ancêtre de Régent. Régent raconte souvent des histoires. J'ai souvenir que Claude La Rochelle racontait souvent des histoires. Par exemple, il avait rencontré un journaliste à New York. Je me souviens qu'il y avait 2 ou 3 contacts là-bas. Et puis, il racontait, voici nos échanges, et puis un tel, puis voici comment ça s'est passé. Ou le moment où la fusion a été refusée initialement, il racontait, j'ai vu un tel sortir de la porte, je l'ai regardé droit dans les yeux, il a fui mon regard, j'ai senti qu'il ne voulait pas me parler. C'était très, très imagé. Mais Régent s'est inspiré beaucoup de Claude aussi. C'est... Dans l'Ancien Compte, mettons, voyais-tu un peu de votre monde, tu sais, si tu regardais un peu l'Ancien Compte? Parce que, tu sais, Régent, il pastichait un peu, mais on sentait qu'il y avait de l'influence de vous autres, sa galerie de presse, les journalistes. Oui, mais Régent, dans l'Ancien Compte, surtout, non, j'ai pas vu vraiment de La Rochelle. OK. Non. Par contre, moi, j'étais en maudit après lui. Régent avait baptisé un de ses journalistes Maurice. Tu sais, le vieux nono, un peu. L'as-tu accroché là-dessus pour y en parler? Il devait rire. Il dit, non, Maurice, il dit, c'était pas toi. Non, il dit, t'es bien trop fou, toi. Mais il dit, non, mais j'ai quand même une personne qui m'a demandé, Maurice, c'est-tu toi dans l'Ancien Compte? J'ai dit, allez demander à Régent, il va vous donner la réponse. C'était pas moi. L'épopée des Nordiques, de l'AMH, après ça, la Ligue nationale, c'est inévitable qu'on en parle, mais une chose qui me frappe, Maurice, c'est à quel point il y avait comme une alliance, pas une alliance parce qu'il y avait quand même de la compétition plus qu'aujourd'hui, je te dirais même entre les médias, je le voyais, moi j'étais observateur au début des années 80, j'allais juste voir sa galerie de presse parce que j'étais à la radio, mais tu sais, même M. Arthur allait dans ce temps-là voir les matchs, tout le monde allait là, mais je voyais qu'il y avait une compétition, puis ça s'agaçait, tout, mais en même temps, quand ça a été le temps d'essayer de mousser la candidature, j'ai eu l'impression que peut-être pas de façon naturelle, mais qu'il y avait quand même une collaboration. Ouais, est-ce que ça se peut? Oui, je pense que tout le monde poussait un peu dans la même direction. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dans l'histoire de l'AMH des Nordiques, la journée qu'ils ont mis les pieds dans l'AMH, le but, c'était la Ligue nationale. Ça a toujours, en partant. Ça a toujours été ça. Évidemment, les premiers mois, on ne mentionnait pas comme tel, mais par la suite, là, tout était... On pensait toujours en fonction de la Ligue nationale et
Montréal, parce que on connaissait la rivalité Québec-Montréal. Alors, on se dirigeait toujours vers ça. Mais quand ça commence, le match, de ton souvenir, est-ce que la Ligue nationale prend ça un peu de haut en disant « Ouais, ils vont se péter à la gueule », mettons, là, grosso. Oui, OK, c'était ça. Mais parce que l'histoire nous dit quand même, à mon avis, ça, je veux avoir le tien, que ça a forcé la Ligue nationale quasiment à les prendre éventuellement, parce que les salaires ont bougé. Ça a été un catalyseur, là. Mais au départ, c'était une risée, c'est ça? Ah oui, puis les gens disaient ça durera pas. Puis, 2 printemps, puis c'est fini. Non, puis même moi, là, la première année de l'AMH, je n'étais pas encore rendu à Québec, moi. L'AMH est... 72? 72. Je suis arrivé à Québec en 73. Même moi, en 72, Tedford disait « Hey, ça n'a pas de sens, ça, là. Voyons donc. » Mais à un moment donné, je déménage à Québec, je commence à travailler à Québec, et là, j'ai subi d'autres influences. Mais c'était la couverture, c'était 1 ou 2 journalistes ou 3 même. Nous autres, à cette époque-là, peut-être pas, mais peut-être plus à nous Innocent. Autres, au Soleil, c'était 2 journalistes pour sur le beat tout le temps. Sur le beat, puis Claude Larochelle qui en parlait beaucoup. C'était 2 sur le beat parce qu'on voulait partager un peu les voyages. Tu sais, quand tu fais tous les matchs à domicile. C'est une famille aussi, là, quand tu pars. C'est ça, exactement. Puis moi, ça faisait mon affaire, là, à le partager à 2. Et puis, sur la route. Puis Claude Larochelle était souvent là. Question de néophyte, mais parce que, tu sais, évidemment, c'est un sujet qui intéresse bien du monde. Quand vous êtes, je ne comparais pas à des lutteurs, mais quand vous êtes sur la route, y a-tu quand même une fratrie entre journalistes compétiteurs? Parce que, tu sais, je comprends qu'il y a des scopes et tout, là, et des fois, tu dis pas tout, mais dans les faits, à l'hôtel, puis au resto. Oui, resto, est-ce que vous êtes amis? Ah, ben, lorsqu'on travaille, là, c'est chacun pour soi, puis ça brasse. Mais t'as là-dessus au point, toi, Maurice, juste un exemple. Pour cacher tes textes, tes leads, puis ces affaires-là, avant, parce qu'il y avait des coups. Oui, non, puis tu dis rien de ça. Sauf qu'après, tu as fini de travailler. Moi, je vais vous raconter une chose. Vous allez dire, Maurice, t'as pas fait ça, là. Parce qu'on allait manger après. Lorsqu'on avait terminé, on partait, puis on allait manger, puis on pouvait prendre une bière. Mais moi, je me rappelle, une fois, ça brassait avec... Là, on parle de fin de soirée pour se comprendre. Oui, puis ça brassait entre la compétition. OK. Puis là, le représentant du Journal de Québec m'appelle, puis il dit, Maurice, à quelle heure qu'on va souper? J'ai dit, on va aller à telle heure. Là, j'étais en maudit après pour ça. Ça fait que j'avais fini mes textes et je tapais sur ma dactylo pour lui dire que je travaillais encore pour l'énerver un peu. OK, juste de même des tapes. Mais il y avait une vraie compétition, c'est ça que oui, il y avait une vraie compétition, mais par contre, évidemment, une fois que tu as fini ton travail et tout ça, mais la compétition, les gens ne s'imaginent pas jusqu'à quel point c'était féroce. Parle-moi ça un peu, ça m'intéresse, moi. Oui, c'était féroce. On m'a demandé à un moment donné de commenter le décès de Claude Bédard. Ouais. Puis moi, j'ai dit que c'était un compétiteur féroce. Ah oui, non, tu te faisais pas de cadeaux, là, puis tu donnais pas d'informations à personne. Puis si tu apprenais quelque chose, là... Tu disais-tu, mettons un joueur qui dit quelque chose au Bergeron, peux-tu le garder juste pour moi, pour que je l'aille demain dans le journal? Ça se faisait-tu, ça? Pas avec Bergeron, parce que Bergeron, il faisait des mêlées de presse, c'est ça, plus un gang? Bergeron, quand il disait quelque chose... Il le disait, là. OK. Mais ce que tu appelles des off the record, ouais, c'est ça? Ah, ben, c'est arrivé, oui. Un joueur qui va dire, protège-moi, j'ai de quoi dire, ça brasse dans... Ouais, puis, il va te dire, comment je mentionne ça? Un off the record, je disais toujours, tu peux le garder jusqu'à temps que ça ne nuise pas à l'information. Si, je sais pas... et là, on n'embarque pas dans les questions personnelles. Non, je comprends. Mais un off the record, tu peux le garder. Moi, je me souviens, j'en ai eu un avec... C'était pas un off the record comme tel. La première fois que Marianne Stachny ne s'est pas habillée à sa 3e saison avec les Nordiques, je me rappelle, c'était dans le fond de l'aréna de Hartford, il était démoli. Abattu, il était démoli. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, Marianne, puis il dit, Maurice, j'ai dit, Marianne, c'est plate, là, mais moi, il faut que je fasse ma job. Peux-tu m'aider? Peux-tu quoi me dire? Je vais avoir tes commentaires. Il dit, Maurice, peux-tu me rendre un service? J'ai dit oui. Il dit, pose-moi pas de questions, parce que si tu m'en poses une, je vais éclater. Ben, c'est rare, j'ai fait ça, mais dans ce cas-là, j'ai retroussé. J'ai reviré de bord.
Parce que le gars, là... Il était vraiment, vraiment à terre. Il était à terre et je trouvais ça tellement injuste envers lui. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça, c'est une chose, mais est-ce que des fois, tu as eu des infos puis tu es obligé de tergiverser? Je le sors-tu, je le sors-tu pas? Ça doit arriver souvent, ça. Je sors-tu ça ou je sors... J'attends-tu? Tu sais, quand tu dis « j'attends », puis là, tu vois le journal le lendemain, l'autre qui l'a, ben ça a dû t'arriver aussi. Ben oui, mais... Inévitable, tu sais. Le cas le plus patent, là, c'est le congédiement d'André Savard en 1987. OK. J'apprends que André va être congédié. Puis les Nordiques jouent le lendemain à Buffalo, mais je ne suis pas du voyage. OK. Moi, j'apprends ça le matin de la veille. Une bonne source, tu sais. Ouais. OK. Mais ça ne sort pas public, tu le sais, toi. Moi, Okay. je le sais, mais... OK. C'est pas encore public. C'est pas encore public. Mais lui, il ne sait pas non plus. Savard doit pas le savoir. Ben non, il ne sait pas, mais oui. Mais... non, mais... OK, personne, c'est ça. Mais c'est ça, là, ça devient... Là, c'est touché, tu dis, je fais quoi avec ça? Oui. Mais là, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir. Et mon fils, Thierry, jouait au hockey. Et puis, j'assistais au match. Puis le match, il jouait, puis oui, c'était pas tard. T'as pas TV, ça? Ça fait que... Mais j'ai pas vu le match. Je pensais rien qu'à ça. Ben oui. Rendu à la maison, je prends le téléphone, puis j'appelle Claude Larochelle, qui était mon patron. On fait quoi avec ça? J'ai dit, Claude... Non, j'avais décidé. OK. J'ai dit, Claude, j'ai une maudite bonne information. Le gars qui me l'a dit... C'est fiable? Ça peut pas être plus sûr. J'ai dit, il m'a pas dit, publie-les pas, mais il m'a pas dit, je veux... Tu sais, hein, mais Claude, il dit... Es-tu à l'aise pour le publier? J'ai dit oui. Fait qu'on l'a publié. Le lendemain matin, c'était, excusez l'expression, full front dans le tabloïd. Mais Nordique jouait le soir. Puis André Savard était là. Lui, il l'apprenait dans le journal, là, Savard. Oui, il l'apprenait dans le journal. Ça fait que ça a été toute une histoire. Et puis maintenant, là, André Savard... C'est un gars avec qui j'ai de très bonnes relations. Il est drôle en baptême. C'est un pince sans rire. Là. Moi, je l'ai rencontré. Il était dans Boston Pizza avec ses fils, lui. Hein? Oui, absolument. Oui, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il a vraiment été très présent. Après avoir sorti ça, André a été congédié, évidemment, le lendemain. Mais c'était décidé. Là. Ronde Lapointe était déjà en chemin. Mais... Alors, un dimanche matin, je suis à l'aréna avec mon fils et André Savard arrive à l'aréna avec son fils. Parce qu'il était allé en vacances en Floride après son congé. Longtemps après ou... 2 semaines après. Il n'a pas passé 2 semaines en Floride. Fait que là, il me voit. Là, toi aussi, tu l'as vu? Ou... Ben oui. Là, il m'a tombé dessus. Là, ça a duré 10 minutes. Il n'y a rien qui ne m'a pas dit. Mais, tu sais, j'avais quand même une certaine expérience. J'ai dit, André, j'ai dit, là, on va aller régler ça dans une chambre de l'aréna. Parce que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis les gens étaient tous là, les parents, là. Pensez... Pour qui il prenait? Il prenait pour André. C'est ben qui m'a... Alors là, on s'est parlé. J'ai expliqué à André comment ça s'était passé, puis que j'avais une bonne source. Et puis, par la suite, j'ai toujours eu de bonnes... J'ai expliqué, puis il a compris. Parce qu'à un moment donné, tu as l'information, tu peux pas la cacher, là. Non. Mais moi, ce que je mets aussi en évidence là-dedans, c'est les heures de tombée. Je donne l'exemple, je vais le donner parce que on sait qu'on est en 2023, c'est autre chose. Mais juste pour que les gens comprennent, je me rappelle d'avoir entendu soit Albert Ladouceur, soit toi, mais tu sais, quelquefois, sa galerie de presse, appeler au journal et dire... Christy, donnez-moi encore 20 minutes, je vais sortir mon... Puis tu sais, c'était des beggings, puis là, je sais pas... Mais des fois, ça frôlait minuit et demi, là. Même quand le Canadien jouait sur la côte ouest, souvent, t'avais un petit coin, il avait regardé un carré, puis il le mettait... Mais juste pour que les gens comprennent, il y avait cette bataille-là dans souvent le sport, parce que c'était des matchs le soir. Absolument. Mais aujourd'hui, je veux juste rappeler aux gens que quand il y a eu l'élection partielle dans Jean Talon, le résultat était connu à 8h40 du soir, puis le Journal de Québec n'avait pas la nouvelle le lendemain. Ça vous donne une idée d'où on est rendu. Puis c'est pas pour planter le Journal de Québec, on est là. Les heures de tombée, puis tout ça, c'est fait à Montréal, c'est une autre affaire. Puis au Soleil, c'est la même chose aujourd'hui. C'est imprimé pour que tu fasses ça d'avance. C'est autre chose, là. C'était sacré, l'heure de tomber. Fallait que tu le respectes. Mais c'était quoi, 11h, vous autres, dans ce pas 11h30? Ça a été 11h, 11h30, ça a été minuit. Mais je me souviens qu'on nous disait... Avec la technologie, on va pouvoir éloigner les heures de tombée. Ça a été le contraire. Exactement le contraire. Ça a été le contraire. Mais là-dessus, mais c'était sacré. Et puis, quand on avait une bonne information, nous autres, au Soleil, on faisait ce qu'on appelle un recast.
on prolongeait ça, on changeait la page. Comme une mise à jour, dans le fond. Oui, une mise à jour. Alors, mais fallait que ça vale la peine. Là. Oui, j'imagine, parce que tu brassais pas mal. Mais est-ce que, quand arrive le tabloïd, parce qu'avant le tabloïd, à part les heures de tombée, il y a l'heure de diffusion. Le Journal de Québec, mettons, arrivait le matin par livreur à 5 heures du matin, donc tu peux l'avoir au dépanneur à 6 heures. Puis si le soleil est en fin d'après-midi, tu comprends que même pour vos nouvelles, pour qu'elles durent puis qu'elles sortent pas, c'était tough, là. T'as vécu ça un peu? Oh oui, c'était tough, mais... J'en garde-tu à votre... Parce que si toi, t'es en fin d'après-midi, en tout cas, je sais pas. Mais par contre, c'était tough, mais ça te donnait un avantage. La fameuse chicane Michel Bergeron, Daniel Bouchard, c'était sur l'autobus après un match. Et puis l'équipe. Ça t'a pas été une victoire, d'après moi, hein? Non, il avait perdu. Il avait perdu contre les Islanders de New York. Puis l'équipe s'était dirigée parce qu'on voyageait à New York, Windsor. Puis on avait traversé à Détroit, là, on avait traversé la rivière. Ah ouais. Puis là, dans l'autobus, il y a eu la chicane Bouchard, Michel Bergeron. C'était-tu un show son et lumière? C'était solide? Oh, solide, solide. Puis, ça s'est poursuivi dans le lobby de l'hôtel. Mais à cette époque-là, nous autres, on avait le deadline jusqu'à midi. OK, t'as eu la chance. J'ai écrit jusqu'à 9 h du matin, pratiquement, toute cette histoire-là. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai dit à Daniel Bouchard, j'ai dit, Daniel, j'ai dit, il va falloir écrire un livre. Là. Ben, il dit, lamente-toi pas, t'aimes ça de n'avoir du stock? Ben, oui. Non. Mais ça avait été... Je comprends, dans ce cas-là, ton deadline, toi, dans ce cas-là, il t'aidait. Ben oui, parce que c'était en fin d'après-midi. L'autre devait attendre au lendemain. Ben, il a fallu qu'il attende au lendemain, mais il y avait d'autres causes. C'était l'autre qui était avantagé. Là. T'as-tu des moments où, mettons, les coachs... exemple, mettons, vous embarquez dans l'autobus avec les joueurs, mais où, mettons, peu importe le coach, il te prend le bras en disant, hey, Maurice, donne-moi un 10 minutes avec les joueurs, vous entrez pas tout de suite dans l'autobus. C'est-tu arrivé des affaires de même? Quelques fois, mais ça a été très rare. Ça a été très rare. C'était comment? Vous étiez les journalistes en avant avec le staff, coaching staff? Oui, tu avais le coaching staff, les journalistes, puis les joueurs. Mais à cette époque-là, je vous dirais, puis les gens disent, parce que c'est plus de même, là. Seulement que les gars de la télévision et de la radio qui voyagent avec l'équipe, mais les journalistes qu'on appelle du beat, là, comme de la presse et tout ça, voyagent... T'es d'accord qu'aujourd'hui, Luc, ça sera l'objet d'un autre podcast, mais une des choses qu'on voit dans le monde professionnel aujourd'hui, qui va encore plus loin que ce que tu dis, c'est que pour éviter de se faire trop challenger, les clubs maintenant achètent les réseaux de diffusion. Ils font du streaming, tu sais. Autrement dit, c'est leur monde. Ils se font pas challenger. Le gars qui est c'est un peu de même aussi à la télé, là. Ils ont pas le gilet du Canadien sur le dos, mais tu te challenges pas beaucoup quand t'es dans le réseau de diffusion. Ouais, puis ça, c'est le côté... Dans l'homme, il y a de l'hommerie qui embarque là-dedans. Là. C'est dur de l'analyser. C'est une tendance quand même, hein, Luc. Et comment ça se passait dans le temps? Parce qu'il y avait déjà l'équipe M. Martineau, l'équipe de communication. Jean Martineau. Comment ça se passait, tout ça? Je dois vous dire que dans l'ensemble, ça allait très bien. C'est sûr que j'ai eu des accrochages avec des joueurs, là, mais lorsqu'on disait l'autobus quitte l'aréna 3/4 d'heure après la fin du match. Mais là, pour 3/4 d'heure, là, pour faire ton texte après le match, là, voir les commentaires, il fallait que tu ailles les chercher dans le vestiaire, puis tes écrits, tu avais 3/4 d'heure. Là. Oui. Quand tu voyageais, Maurice, avec les joueurs, pouvais-tu pressentir ou présumer des leaders dans la chambre? Souvent, ça se passe dans l'autobus aussi. Hein? Oui. Celui, tu sais, comme disons, on prenait l'autobus scolaire, les bums ou les bums en avant où ils se faisaient tasser, puis les leaders, les grands Jack en arrière, c'était-tu de même? Allô, moi, c'est un sacrement, toi? Oui. Moi, j'étais un des petits baveux, gros baveux un peu. Mais trois fils ont été là. Non, mais c'est parce que tu me rappelles une anecdote en parlant de baveux, puis un petit peu, pousser un peu sa loque. Mais à un moment donné, un gars, c'est Pierre Lantier, qui est devenu un des directeurs avec le temps. C'est ça qui est très drôle. Mais c'est un gars de Loretteville, un grand Jack à l'époque. Puis lui, il avait dit, il m'a donné une leçon, mais une vraie. Mais quand tu dis une vraie leçon, on roule devant le quartier jusqu'à Québec, puis à un moment donné, il ouvre les vitres, puis il prend tout mon sac, mes livres, il calisse ça par la fenêtre. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pas prêt à voir le chauffeur, arrête, j'ai plus de mes notes, j'ai plus rien, tous mes livres de classe. Là, moi, à l'époque, je trouvais ça grave, là, mais les gars, ça riait dans l'autobus. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y avait le team spirit dans l'autobus, ça indiquait ce qui était dans le champ. Oui, mais par contre, tu le voyais aussi, les leaders, ces choses-là, dans le vestiaire après match, après pratique. C'est pratique. On avait accès à ça. On avait beaucoup plus accès à l'époque. Là. Les gens disent, oui, mais vous deviez être obligé de cacher des choses. Non. Je vous raconte l'histoire, la chicane de Daniel Bouchard, là, avec Michel Bergeron dans l'autobus, là. Et puis, le capitaine, c'était Robbie Fetterek, là.
Puis il était en avant. Lui, il a fait un méchant saut quand il a vu que ça brossait. Il était là. What's wrong? What's wrong? Ben, il dit, va voir, tu vas le voir, what's wrong? Moi, j'étais debout en avant dans l'autobus, puis je surveillais tout ça. Oui. Mais non, ça se passait assez bien. Il y a eu des bons accrochages, là. Puis à un moment donné, il y a des joueurs qui avaient envie de te bouder un peu, mais ça durait pas. Partant de l'AMH, on s'en va vers la Ligue nationale. Mettons que tu t'évalues des moments ou des personnes charnières qui ont fait la différence. Tu sais, des fois, on parle d'étincelles. À partir de quand, mettons, dans les années 70, tu t'es dit, oh, là, ça se peut, la Ligue nationale. Il se passe de quoi, là? Soit des propriétaires, soit au but, soit, je sais pas, là. Oui, mais moi, je vais vous dire plus pour les joueurs sur la patinoire, parce que tu voyais, là, que les joueurs, là, il y avait un noyau. Tu avais tout le temps le même gardien de but, Richard Brodeur. Tu avais Jean-Claude Tremblay en arrière. Tu avais Réat Cloutier, Marc Tardif, Christian Bordelot, Serge Bernier, puis une couple d'autres talents. Ça, c'était le noyau. Ouais. Puis ça, ces gars-là, eux autres, jouaient au hockey, puis ils jouaient vraiment, ils donnaient vraiment leur rendement, là. Si il y a eu beaucoup de gens qui ont collaboré à l'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale, mais c'est ces gars-là, c'est les principaux artisans. Parce qu'ils n'avaient pas fait la job sur la glace, il n'y en aurait pas eu de Ligue nationale. C'est intéressant comme angle, parce qu'on ne peut pas penser que c'est juste dans un bureau que ça se fait. Ben non, faut que tu joues. Fallait que ça se passe sur la patinoire aussi. Puis ces gars-là, ils étaient fiers. Puis tu sais, ils étaient tannés, comme nous, les journalistes. Ils étaient tannés de se faire dire que c'était une petite ligue, puis tout ça. Moi, je me souviens, il y avait des confrères de Montréal qui nous mentionnaient souvent, « Hey, les gars, vous allez voir Mick Bourrantier dans la Ligue nationale, la vraie Ligue. » La vraie Ligue, là. Ouais, je l'ai vu à la vraie Ligue au Vendredi Saint, puis au but d'Alain Côté, puis tout le kit, là. Non, mais... mais au fond, à cet égard-là... Il y avait une forme de... un peu... snobisme? Oui, parce que... Mais c'est vrai aussi que l'AMH, c'était pas la Ligue nationale. Là, non. Mais il y avait de bonnes équipes. Puis on nous répétait ça souvent. Un gars comme Régent, lui, tenait pas sur ces propos-là. Régent, c'était probablement le plus grand allié de la Ligue nationale, de l'AMH à Montréal. Puis ça, c'était pas une cachette, là. C'était sa façon de voir les choses et tout ça, là. Parce qu'au fond, c'est à la mode, parfois, aujourd'hui, ridiculiser un petit peu cette ligue-là. Mais dans le fond, il nous a donné du hockey extraordinaire. On a vu Bob Ayol. Oui, puis... Gordie Howe, évidemment, qui est revenu la deuxième année avec les Heroes de Gretzky a joué un peu. Gretzky a joué un petit peu. Indianapolis. Oui, Gretzky. Il y a beaucoup Marc de bons... Messier. Mike Lihout. Oui, Michel Goulet. Michel Goulet. Rick Grave. Oui. Birmingham en a eu 6-7 la même année, qui était encore d'or junior. Oui, les Baby Bulls, comme on les appelait. Mais dont un gars... qui a compté combien de buts dans la Ligue nationale, qu'on parle pas souvent, Mike Gartner. Oui. Je pense qu'il a pas loin de 700 buts. Tabarouette, oui, c'est vrai. C'est un nom que je connais bien. Puis il a passé sous le radar bien souvent. Oui, mais ces gars-là ont tous joué dans la Ligue. Parlons de salaire 2 secondes, parce que mon souvenir, le fameux 1 million quand l'AMH arrive, ça, c'est Bob Ayol, c'est tout ça? Je me trompe-tu? Celui qui a eu le premier million, il n'y avait pas ça dans la Ligue nationale encore. T'sais, ils ont comme dit, l'AMH vient de faire exploser les salaires. Ben, tu te rappelles de ça? Oui, puis c'est Bob Ayol qui l'a raconté lui-même. Ouais. A demandé 1 million pour avoir la paix. En pensant qu'il dirait non? Ben oui. Il dit, ils vont arrêter de m'achaler, mais ils sont arrivés quand ils me l'ont donné. Les valises d'argent, OK, on y va. Parce qu'il voulait pas, dans le fond, il voulait pas y aller tant que ça. Puis il dit, j'ai demandé 1 million pour avoir la paix, puis ils me l'ont donné. Oui. Ça a fait monter les salaires de tout le monde, Ligue nationale inclus, à cette époque-là? Absolument. Oui. Absolument. N'oubliez pas que vous vous souvenez des histoires de Lafleur. Oh oui, ben oui, Lafleur. Ben oui. À un moment donné, Guy Lafleur a appris, puis je l'aime beaucoup, ben, puis il a appris qu'il gagnait moins cher que Pierre Bouchard. Oh! Non, mais et même dans la Ligue nationale, ça, c'est la meilleure. Bob Ebone, qui jouait à Toronto, est échangé au Red Wings de Détroit. Okay. Je ne sais pas si ça vous dit ce nom-là. Là. Ben moi, oui, non. Oui. Le nom me dit quoi? C'est un gros joueur de la France qui avait l'air fou un peu. Il arrive à Détroit. Et puis, Colleen Hall, la femme de Gordie, en emmenait très large. Elle découvre que Bob Ebone gagnait plus cher que Gordie Hall. Et Simonac, le lendemain, là, ils ont grimpé dans le bureau des grands patrons. Puis les salaires étaient tous secrets aussi, là. Oui. Puis l'AMH a fait exploser le salaire. Puis ça a été... Donc l'AMH a été bonne pour la Ligue nationale, d'une certaine façon. Pour les joueurs. Pour les joueurs, ben oui. Certainement, elle est très bonne pour les joueurs parce que les joueurs en ont bénéficié.
Puis la Ligue nationale n'en a pas tant perdu que ça parce que il était capable de... Parce qu'il y a des années, là, le Canadien de Montréal, il faisait des fichus de profit, là, sans trop payer les joueurs, là. Oui. Et un bel exemple, c'est Jerry Cheevers, qui jouait avec Boston, évidemment, puis qui gagnait 50 000 $ par année et qui se fait approcher par les Crusaders de Cleveland. Puis on dit, ben écoute, est-ce que 250 000 $ pourrait faire ton bonheur? Il vient de multiplier son salaire par 5. Jean-Claude Tremblay? Oui. Jean-Claude, lui, ça a été bon aussi. Ben oui. Ben oui. Lui a fait le contraire, parti du Canadien. Du Canadien, puis avec les Nordiques. Oui. Puis Jean-Claude l'a toujours dit, pourquoi t'as changé de ligue? L'argent? Oui. L'argent, il dit. Mais t'es pas menteur. Ben non, puis Jean-Claude, c'était vraiment pas un menteur. Quand on a dit que ça a été aussi, bon, on disait une rivalité, c'est une évidence, là, mais la guerre Molson-O'Keefe, ça, c'était plus ton domaine, Luc, mais la guerre de la bière, c'était quelque chose, là? Ben, je comprends. C'était, pour certains, c'était quasiment le nerf de la guerre, là. Oui. Est-ce qu'au fond, Maurice, question que je te pose, est-ce qu'au fond, quand O'Keefe et Molson fusionnent, est-ce que c'est pas le début de la fin? C'est-à-dire que pourquoi garder 2 clubs quand t'en as un? Ça, à ce niveau-là, je suis... Ben, c'est une hypothèse, mais... Je suis bien meilleur dans le hockey que dans ces choses-là. Là. Toi, tu penses, Luc, c'est quoi ton point? Moi, je pense que... Mais c'est possible, c'est possible. C'est à ce moment-là où, souvenons-nous, momentanément, les Nordiques sont vendus à un gars qui possède Hornet là, de Saint-Louis. D'ailleurs, qui veut momentanément peut-être les déplacer en Saskatchewan. Ray Hornet. Exact. Et c'est là que le gars d'O'Keefe, monsieur... Et mon Dieu, je le vois. Sort là. une lettre, puis il dit « Ah, on avait un droit de premier refus. » Un droit de veto. Exact, tu te souviens de ça? Je me souviens. Et donc arrivent les nouveaux propriétaires qui, au moment d'ailleurs de l'annonce, disent « Ben là, on vient de confirmer pour toujours, l'équipe sera toujours. » C'était la manchette le lendemain. Okay. Toujours à Québec? L'équipe est à Québec pour y rester toujours. Ça, c'est en quelle année à peu près, ça, pour que je me situe? On serait au début des années 90. Oh, OK. Oui. Et là, c'est le premier coup. Il a toujours duré 6 ans, dans le fond. C'est le premier signal, à certains égards, qu'un jour, ça peut mal virer. Oui, absolument. Et on connaît évidemment la suite. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça aurait été, en fait, possible que les Nordiques ne rentrent pas dans la Ligue nationale? Parce que nous autres, on le prend pour acquis. Là. On se dit, bah, ils ont rentré 4-5 clubs d'une claque quand il y a eu la fusion? Il y en a 4. 4? Mais il y en avait plus que 4, dans le fond. Il restait Cincinnati puis Birmingham. Qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas? Ils ne pouvaient pas. OK. Oui. Ils ne pouvaient pas. Là. Il n'y avait pas... Puis certains que ça ne les intéressait pas non plus. Puis dans les 4, les Nordiques, étais-tu vu comme important pour la Ligue nationale? Ben, nous, on peut penser ça parce qu'on était à Québec. T'avais Winnipeg, t'avais Edmonton avec Gretzky, puis t'avais Hartford. Alors, non, il était considéré. Puis là-dessus, on sait qu'il est un homme controversé maintenant, mais Marcel Aubé avait poussé fort. Là, je veux dire... il est important pour que ça se fasse. C'est un peu ça que tu dis? Oui. Tu sais, je veux dire, on peut dire ce qu'on voudra, là, mais on peut pas passer sous silence le rôle qu'il a joué sur l'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale. Puis après aussi, il était là longtemps, dans le fond. Il était là longtemps, bien. C'est drôle parce il était le maître à bord après Dieu, là. Oui, bien, c'est drôle. Nous autres, après Dieu. Nous autres, on faisait de la radio avec l'humour, puis je te dis que Maître Aubu, les tartes au pecan, on a eu du fun avec en masse. Ce qui est curieux, c'est que dans le fond, moi, je pense que c'est un fait. On peut penser ce qu'on veut, puis on peut imaginer ce qu'on veut, mais c'est un fait qui a été majeur dans l'arrivée. Mais en même temps, pour bien des gens, encore aujourd'hui, dont mon père de regretter mémoire, lui, il doit se revirer dans sa tombe parce qu'il n'a pas été capable d'imaginer que Maître Aubu a tout fait pour garder les Nordiques. Mais moi, je t'ai lu beaucoup là-dessus, puis tu étais plus près de l'action, sans dire que tu étais un cheerleader de Maître Aubu. C'est pas ton genre, de toute façon, de journalisme. Mais tu disais, Maître Aubu s'est battu plus que le monde pense. Là. Oui, puis il manquait des éléments. Là. D'ailleurs, lors de la vente de l'équipe, il y avait 2 scénarios. Marcel Aubu, s'il vend l'équipe avec son groupe Autil, là, il fait de l'argent. Si Marcel Aubu ne vend pas l'équipe, il continue de faire de l'argent. Lui, il avait un salaire de 500 000 $ par année. Comme président? C'était une compagnie... oui. Mais je cherche le mot, là. Technique, oui. Mais c'était le grand... Et il y avait un compte de dépenses ouvert. Et il y avait une multitude de revenus pour son bureau d'avocat et tout ça. Alors que il était pas mal pris, là. Que l'équipe reste ou parte, Marcel Aubu n'était pas perdant.
OK. Alors, c'est pour ça. Puis moi, je pense là-dessus, puis j'en démords pas, j'ai pas changé mon propos. Là, non. Il s'est battu pour les garder. Mais par contre, à un moment donné, comment je dirais ça, dans ces négociations avec la Ville de Québec, et peut-être pas toujours été... Et le gouvernement du Québec, ça n'a pas été idéal non plus. Non, là. ça n'a pas été idéal, mais il s'est battu pour les garder. Mais la question, c'était tout le temps la même, Luc, quand on en reparlait. Est-ce qu'on avait les moyens? Est-ce que l'argent était vraiment le concern numéro un? On manquait-tu d'argent? Est-ce qu'on manquait de possibilités? C'était ça la question? Ben moi, je pense que c'est tout demeurait un peu, je pense, dans la question de la bâtisse. La bâtisse, plus que juste l'argent. Là. Et puis, tu sais, on a maintenant une bâtisse, mais la bâtisse, là, on l'a eu après la fusion. Tu sais, c'est plus le Grand Québec, mais à l'époque, là, Québec était tout seul, là. Puis, c'était pas les mêmes revenus. Non, c'est sûr. Mais là-dessus, tu sais, probablement que ça fera jamais l'unanimité. Certains n'en démordent pas, mais moi, je le dis, puis je le répète, Marcel Aubu ne pouvait pas être perdant d'un côté ou de l'autre. OK. Mes remarques au niveau municipal comme au niveau provincial, à l'époque, il n'y avait personne qui semblait bien intéressé. Non. Et malheureusement, c'est ça. S'il y avait eu un autre maire, j'ai souvenir d'une réplique à un moment donné, en parlant des amateurs de hockey de Québec, des mangeurs de hot dog. C'était... il y avait un peu de mépris là-dedans. La volonté politique n'était pas là non plus. Puis c'est là probablement que... Puis c'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est là que je pense que Marcel Aubu aurait dû être un peu plus diplomate aussi. Marcel, les portes... C'était carré de temps en temps. Oui, mais même si la porte était ouverte, il voulait la défoncer pareil. Là, puis le contexte 95 du référendum aussi, là. Absolument. Faut jamais oublier le politique là-dedans. Là. Est-ce que les priorités du gouvernement étaient liées à un club de hockey ou essayer de faire le pays? Là? Absolument, non. Si tu mets ça dans le contexte, c'est obligé de penser à ça. Là. Oui. Remarque que sachant, on peut faire de la politique fiction, mais sachant ce qu'on connaît aujourd'hui, dans quelle mesure le départ des Nordiques, à l'époque, pour beaucoup de gens, en tout cas, c'était quelque chose de majeur. À un moment où on nous disait, ben écoutez, si jamais on a un pays, vous allez voir comment ça va être extraordinaire. Il y avait comme, tu vois... Oui, puis en plus, les Nordiques... fleur de lycée. Mais la fleur, sur le chandail, là, c'était un peu symbolique aussi. Oui. Là. Et c'était une commandite au départ. Hein? Absolument. Et puis le gouvernement, au départ, payait pour ça. Oui, absolument. Je savais pas. Oui. C'était pas des gros montants, mais je me souviens que c'est comme un panneau, dans le fond. C'était payé par le gouvernement, la fleur de lys. Oui. OK. Oui, puis ça s'inscrivait dans... On parlait de l'AMH. Ben, l'AMH, c'était « Donnons un trophée qui porte le nom d'une compagnie », la Coupe AFCO. C'était « Allons chercher plus d'Européens, allons signer les 18 ans ». D'ailleurs, c'est ça, les Bulls de Birmingham. C'est dire, on va signer les 18 ans. Ils ont été précurseurs d'une certaine façon. Absolument, parce que la Ligue nationale disait « Non, on va attendre à 21 », mais là, l'AMH dit « Ben nous, on va aller chercher tout de suite, donc on va aller leur jouer dans les matchs. » Il leur coupait les jambes. Mais ça a sorti la Ligue nationale de ces tiroirs poussiéreux aussi. Oui, et ça rappelle que c'est toujours. Ça les a forcés à être plus jeunes, entre guillemets. Et c'est toujours les ligues rebelles qui vont créer ces innovations-là. Parce que le 3 points au basket, c'est la ABA. Qui l'a amené. Oui. Et on parlait tantôt de la fusion à 4 équipes. Ben, la NBA, quelques années auparavant, avait fusionné avec la ABA. Puis eux s'étaient entendus pour 4 équipes. Donc, la Ligue nationale avait dit. On peut un peu copier-coller un peu, là. On va copier. Ben, parce que ces équipes-là, ces ligues-là. Ils jouent dans les mêmes arénas en plus. Souvent. Est-ce que je me trompe? Oui. Basketball et hockey, oui. Puis les équipes déjà en place, on dirait qu'ils s'enferment dans des conditions très rigides, ils ne veulent pas en démordre. Puis là, il arrive, excusez l'expression, les bombes là, qui veulent bing bang, qui veulent déranger. Puis la pub, entre autres, ils ont bousculé par la pub. La pub, c'est les bandes électroniques qu'on change à chaque période. L'AMH le fait avant. Clarence Campbell, à cet égard-là, aurait tout refusé, tout ça. Là. La pub sur la patinoire, sur les gilets, sur les bandes de patinoire, la pub numérique d'aujourd'hui, la pub sur les chandails, la pub sur les casques. Puis aujourd'hui, c'est essentiel. Oui. C'est essentiel. Puis tu penses que la Ligue nationale fait beaucoup de revenus, mais quand tu compares à d'autres ligues, aujourd'hui, tout est démesuré. Là. Oui. Parce que tu me disais que les grands propriétaires, maintenant, des grosses, comme le soccer, entre autres, c'est des Apple, puis c'est des Amazon qui ont des centaines de milliards à mettre. C'est tellement qu'on peut penser aujourd'hui, c'est pas drôle, en 2023, puis c'est des discussions que j'ai avec mes amis que tu sais qui sont dans le milieu du sport, on peut penser que, puis avec Luc, on en a parlé souvent, que les grandes ligues, les propriétaires, ça va être des compagnies immensément riches, qui ne seront même plus des ESPN, puis ils n'auront plus les moyens. Puis c'est trop cher.
Tu sais, la MLS, déjà en Europe, c'est commencé. Apple a acheté des ligues. Rugby qui est très fort là-bas, puis l'argent est devenu... on est ailleurs, là. On n'est plus dans des petites sommes de fin de semaine. Ouais, mais là, tu as ton téléphone cellulaire. Tu sais, vous, là, vous avez été une longue partie de ta carrière cellulaire, pas tant. À la fin, peut-être? Oui, mais là, il ne faudrait pas que tu dises ça devant mes enfants. Ils vont dire que c'est encore pas tant. Non, mais c'est vrai. Et, un cellulaire... Écoutez... La dactylo, tantôt tu parlais de dactylo. On fait notre âge, là. Dactylo, Smith Corona, plic. On va dire les jeunes aujourd'hui. Dactylo portatif. Oui. Puis d'ailleurs, tu parlais du cellulaire. Je me souviens d'une époque, évidemment à cause de la compétition, j'avais fait ce qu'on appelle... On faisait des appels conférences une fois par semaine avec des journalistes des autres villes. OK. Puis ça, là... Il ne fallait pas le dire au Journal de Québec, hein, parce que on voulait être tout seul là-dessus. Ben, pour avoir des infos que les autres n'ont pas. Oui, c'est ça. Puis là, on échangeait l'info. Ben oui. Puis on faisait ça avec comme un genre d'appel conférence, mais on n'avait pas de cellulaire. Zéro. Tu étais dans une salle avec un genre de c'est ça. Le haut-parleur, là? C'est ça. Puis on discutait, puis il nous disait, écoute, toi, Maurice, ce qui se passe à Québec. Puis là, je disais, fait que tu glanais de l'information à gauche et à droite. Là. Souvent, ça te donnait des pistes à travailler aussi. Absolument. Ça brasse à tel... Lui, ça se peut qu'il signe un nouveau contrat. Et surtout, ce qui est important dans ces cas-là, ce sont les joueurs québécois qui jouent dans d'autres équipes. Parce que tu crées des liens avec eux. Veux pas. C'est plus facile aussi, la communication, pas aux autres. Là. Ben oui, puis veux pas, tu crées des liens avec eux. Puis, moi, j'ai appris bien des nouvelles par les joueurs québécois qui touchaient le club à Québec, mais tu le savais par ailleurs, c'est ça? Oui. C'est ça, parce que c'est des chums, mettons. Ben là, ils disaient, hey... tel gars, il n'est pas heureux. À un moment donné, là, Bergie s'est pogné en tabarouette avec un tel, là. Voyons donc, mais ça, tu sais ça. Hey, ils se parlent, les gars, aussi, là. Mais, tu sais, c'est important. Puis je me souviens toujours, c'est vrai. Dans l'AMH, il y avait un joueur, Rosaire Paiement, le frère de Wilfrid. Oui. Je rentre dans la chambre, il jouait avec les Racers d'Indianapolis. Pour vous dire comment on avait des bons contacts avec eux, il y avait un gardien de but à Indianapolis qui s'appelait Andy Brown. C'est le dernier, je pense, qui a porté un masque. Oui, qui n'a pas porté de masque. Oui. Qui n'a pas porté de masque. Oui. Fait que je suis dans le vestiaire, puis je parle en français avec un autre joueur. Puis là, Andy Brown écrit « Hey, you, speak white! » Paiement s'est levé. Il l'a pogné vers le collet. « 1, tu viens t'excuser. C'est mon chum. Puis 2, tu redis plus jamais ça parce que tu regauleras plus jamais de ta vie. » Le message a passé? Oui, il est passé. Mais c'est pour vous dire qu'on... Puis moi, je trouvais ça important avec les joueurs des... Il y avait une amitié, un respect aussi. Oui, c'est ça. Puis eux autres, ils savaient aussi, ils savent ce qui se passe dans la Ligue. Puis ils peuvent te donner des informations, puis il faut que tu cultives ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est tellement autre chose, hein? C'est beaucoup plus... Pas soporifique, mais c'est beaucoup plus straight, les Europes. Il y a beaucoup moins d'histoire. Oui, puis c'est contrôlé. C'est contrôlé. Regarde les Canadiens, les étages, les gens, tu peux plus atteindre, avoir un joueur tout seul, là. C'est contrôlé, puis comment je dirais ça? Tu n'as plus le contact non plus avec le joueur. Moi, je me souviens, Daniel Bouchard avait l'habitude de faire la grève aux journalistes. Là, il disait 2 semaines, je ne veux plus parler aux journalistes. Correct. À un moment donné, on était à l'hôtel, sous l'heure du dîner, il me dit 1h30. Daniel sort, il dit « Maurice, viens-tu prendre une marche? » Puis là, il m'avait ébranlé pas à peu près. J'ai eu ma leçon. Ah ouais? Il dit « Daniel, tu veux plus nous parler, pourquoi j'irais prendre une marche avec toi? » Il dit « Tu comprends pas. Ça m'intéresse de parler à l'homme, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. » Mais il dit « Je veux pas parler aux journalistes. » Je suis allé marcher avec. non, mais... Ben, pourquoi pas? Ah ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que la relation, au fil des années, puis selon les enjeux du club, puis tout, mais je me rappelle d'une période, écoute, je peux pas faire autrement parce que moi, je faisais de la radio, puis on avait un impact, le zoo, c'était majeur, Rire des Nordiques. Je me rappelle une fois, je me suis fait ramasser en tabarouette. Puis tu sais, on est resté en bon terme avec Bergie, puis j'ai vécu, faut que je te conte une anecdote avec Bergie, tantôt c'est trop drôle, aux Jeux olympiques de Vancouver avec Jacques Demers. Mais ce moment-là, moi, je passe... On allait de temps en temps, comme on avait un horaire de matin, moi, des fois, je jouais avec Paul Burroughs qui faisait sport chez nous. J'ai dit, Paul, m'en allais avec toi à pratique. Ça ouvert, on pouvait y aller. Il y avait du monde aux pratiques. Il y avait du monde aux pratiques, puis c'était le fun, tu sais. Puis, tu sais, c'était un moteur de la ville, le hockey, là. On allait voir le hockey, Ligue nationale, puis tout ça. Fait que j'arrive, je me rappelle, Bergie dit, Boogie!
Là, je me retourne, Boogie, je suis bon, il y a juste mes chums qui m'appelaient Boogie, mais il m'appelle Boogie, il dit, viens ici. Il dit, là, faut aller dans la chambre. Je dis, là, j'avais peur de me faire crisser un seau de glace à la tête. Je dis, ça va être une niaiserie parce qu'on riait tellement des... Il dit, non, Peter veut te parler. Bon, 87 peut-être, ça se peut-tu? 86, 87. Oui, c'est ça. Peter, il parlait comme ça. Zil, je suis encore à côté. Zil, les fameuses zouzous. La fameuse zouzou, j'aime pas ça. Là, moi, je me retenais pas rire, crime. C'est Peter Stachny, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Moi, il m'impressionnait. Là, j'en parle, j'ai des frissons. La fameuse zouzou, j'aime pas ça. Les dindes, ça allait être ça. Mais ça, c'était lui, là. Mais quand, pour te dire, finalement, on l'a fait pareil. Il m'a pas dit de pas le faire, mais il voulait passer son message en voulant dire, là, c'est la cap pédale, tabarnache, vous lâchez pas. Mais avec Maître Aubu, quand on a fait la fausse parade de la Coupe Stanley sans Grande Allée, lui, il avait pris ça au sérieux, Maître Aubu. Il voulait une injonction, puis la patente nous empêcher. Finalement, on avait réussi à le faire, mais c'était, tu sais, c'est-à-dire que autant nous autres, on avait beaucoup d'impact dans le public, autant les Nordiques étaient importants, là, tu sais, fait qu'eux autres, ils trouvaient. Mais pour couvrir ça, autant vous autres, c'était le fun, autant nous autres, c'était du bonbon. Ben oui, mais les dindes, étais-tu là, toi, quand c'était arrivé? Ben oui. En voyage avec eux autres? Ou non, mais t'étais au travail. Mais oui, mais je me souviens... C'est à Calgary, ça? C'est à Calgary? De mémoire, je pense que c'est c'était pas là. Dans l'Ouest, par contre, l'histoire de la chanson des dindes, là. Le club de les joueurs, là, ils venaient fous, là. C'est de ça qu'il m'a parlé. Moi, c'était Alain Côté qui m'a dit, Maurice, ça n'a pas de bon sens. Il dit, écoute, Alain, parle aux gens, là. Mais pas moi. Non, mais aujourd'hui, quand je vois des pichettes, je vois ces gars-là, ils rient tous, là. Ils trouvent ça drôle. Là. Mais dans le temps, c'est parce que c'était pas le fun, là. Mais écoute, je veux faire. Mais ça prouve. Ça prouve ça, là. Comme tout le monde réagissait comme ça. Ça prouve que les Nordiques, c'était quelque chose. C'est important. Pour la ville. Là. C'était l'incontournable. Tu sais, c'est... En fait, si tu savais pas ce qui s'était passé cette journée-là ou la journée d'avant, t'étais... Mais tu sais, t'avais aussi l'émotion et la sensibilité. Moi, prendre un dossier qui n'a rien à voir, mais qui prend toute la place, le tramway ou le troisième lien, on en parle depuis des années, puis on n'a pas fini d'en parler, c'est pas réglé. C'est un gros dossier, ça brasse. Mais il n'y a pas l'émotivité, la sensibilité, le sentiment d'appartenance. C'est pas pareil. C'est un gros dossier, mais ça n'a rien à voir. Mais t'as pas le ralliement autour. Ben non. Même quand tu as eu la marche bleue, moi, je suis allé, il y avait 55 000 personnes. Quand on a fait le match bleu avec Dan Pou, il y avait 10 000 personnes dans le stade pour voir un match, je me souviens plus trop. Quand on espérait le retour, là. Les premières années que les Nordiques gagnaient dans les séries, j'allais à l'aéroport. C'était voyons, c'était pas le pour les voir arriver? Arriver. Ouais. Et tellement, d'ailleurs, que la stratégie, c'était... C'était pas pour Maurice quand tu sortais de l'avion? Il y avait 2 autocars. Il n'y avait pas pour moi. Il y avait 2 autocars. Et il y avait 2 autocars. Et un des 2, évidemment, était rempli des joueurs des Nordiques. Puis l'autre, c'était un autocar vide. Puis il faisait sortir le premier en espérant, évidemment, que les gens suivent l'autocar en question. J'ai vu ça, là. Puis les gars, ils les déplaçaient sur... en fait, ils les descendaient. À l'époque, les joueurs des Nordiques stationnaient sur le boulevard Laurier, l'ancien restaurant qui a été détruit, qui est devenu par la suite... Le truck, pas ça, non? Qui est devenu momentanément un Burger King. Juste sur le coin, oui. C'était pas le FIAC. Y avait-tu le Deauville, le FIAC? Le Deauville, peut-être, le FIAC. Deauville. J'ai souvenir, je te raconterais de joueurs que j'ai vu descendre de l'autocar. Mais il allait pas seulement que stationner là, il allait au Deauville aussi. Il allait au Deauville. Mais écoute, mon chum Crête, qui était longtemps descripteur, me contait parmi certaines anecdotes, il dit, le maudit Bellil, en parlant d'André Bellil, c'est un numéro, mais André, j'ai mon injonction, lui, écoute, à l'aréna, on a ri, mais il dit, quand on sortait, on revenait des voyages, là, il faisait frette l'hiver, t'arrivais, puis il y avait une seule personne qui avait un char qui chauffait, c'était la blonde de Bellil qui l'attendait. Il dit, le maudit, il y avait tout le temps quelqu'un, lui, peu importe, on rentrait tard, puis la madame t'as là, puis embarque mon André. Fait qu'il dit, on l'agaçait avec ça. Mais moi, j'avais un chauffeur de taxi. Qui venait te voir quand t'arrivais? Oui, lorsque les Nordiques jouaient dans des villes comme Hartford, New York, t'arrivais à Québec vers minuit et demi, puis à cette époque-là, au soleil, l'heure de tomber était 4 heures du matin. C'est vrai, c'est la fin d'après-midi. Le chauffeur de taxi m'attendait à l'aéroport. Il m'emmenait au... T'allais travailler? Ben, j'allais faire mes textes. Dans la nuit? Ben oui, puis mon heure de tomber était à 4 heures. Alors j'ai fait... C'était quasiment un luxe de minuit et demi à 4 heures, t'avais le temps? Ben oui, j'avais le temps, puis j'avais la paix, là. Tu sais, oui, il n'y a pas grand monde. Ben, il devait y avoir du monde pareil. La nuit, vous autres? Oui, il y en avait là. Oh, oui. Puis à 4 heures moins quart, le chauffeur de taxi revenait pour m'emmener à la maison, puis 2 petites bières sur le siège. Puis ce chauffeur de taxi-là a fait ça pendant plusieurs années. Pas de rouge? Mais tu te rappelles Rouge qui était à Galerie Presse. Là, c'est drôle de dire ça, c'est parce que là, ça me revient. Mais il y avait... il était taximan. L'arrangement qu'on a, il dit, je peux écouter mon match de hockey,
Puis je perds pas d'argent parce qu'avec la course Aéroport Soleil, puis après ça, Soleil chez toi, je fais ma soirée. Ah, c'est parfait. Ah ben tout le monde est content. Mais j'avais tout le temps mon... Maurice, si je te demande, je sais pas si c'est facile pour toi, parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont passé dans des contextes différents, mais les 3 meilleurs joueurs, tu penses, les plus importants, tu peux le définir comme tu veux. Ceux qui ont changé l'histoire ou ceux qui ont marqué, ceux qui ont été les plus dominants. Je te donne 3 choix parce qu'un, c'est trop dur, d'après moi. Mettons. Ben, pour moi, c'est pas dur. Le numéro 1? Le numéro 1, c'est Pater. Pater Stachny? Moi, il n'y a même pas de doute, là. Je suis d'accord avec toi, là. Il n'y a pas de doute. Le deuxième, là, je vais peut-être vous surprendre. Moi, je pense que c'est peut-être Jean-Claude Tremblay. Plus que Marc Tardif, mettons, qui pourrait être un naturel pour certains. Oui, mais mettons Marc pas trop loin, là. OK. Jean-Claude Tremblay, parce qu'il a été là au début, lorsqu'il n'y avait pas grand monde qui voulait y aller. Première année, Jean-Claude, il était assis tout seul. Mais quel joueur? Excuse-moi, moi, j'étais jeune, là. Mais les feintes qu'il faisait à la défense, c'était magique. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'étais un défenseur. Puis là, je vous dis ça, là, parce que moi, Jean-Claude Tremblay, c'est le joueur avec qui je me suis le plus querellé, là. Ah, on a eu des chicanes incroyables. Ah oui? Pourquoi? Oui. Y avait-tu un caractère de bœuf, lui aussi? Oui, puis comment qu'on peut dire ça dans la vie lorsqu'on a pris une vue de recul? Je me suis chicané avec, là. Mais j'avais mes torts, moi aussi. Okay. Mais Jean-Claude, c'est tout un caractère. Mais je pense que l'apport qu'il a donné, il était là au début, puis il a perduré jusqu'à la fin de l'AMH. Puis après ça, là, je mets dans le groupe là, des gars comme Marc Tardy, Michel Goulet, Réal Cloutier. OK. Sur un pied d'égalité, mettons. Ouais, OK. Puis les 3 pires joueurs dans le sens où ils n'ont même pas fait un demi-match où c'était effrayant d'avoir repêché ces gars-là. Pas des choix de repêchage nécessairement, mais il faut qu'ils aient joué, là. Les pires joueurs. Ben, il y a des gars qui ont été vraiment... Il y a des joueurs qui ont été repêchés lors du repêchage de l'expansion, là. Ah, il y avait des méchants brochets là-dedans. Là. Non. Il y avait Jerry Hart. John Smirk, Blair Stewart. Il y en a eu plusieurs. C'était tous des joueurs qui étaient... Mais c'était pas... Okay. Mais par contre, c'était pas des joueurs importants. Non, je comprends. Mais c'est moins intéressant, c'est plus... Mais je vais y aller avec les entraîneurs, les 2 meilleurs entraîneurs de l'histoire des Nordiques. À tes yeux? Moi, je suis obligé de vous dire, puis il y a des gens qui sont pas d'accord, Michel Bergeron a été l'un des bons. D'abord, il a T'as jamais douté qu'il aimait ça, j'imagine? Hein, oui, il a perduré. Mais par contre, je vous dirais que je trouve un peu que c'est une œuvre inachevée. Parce que je pense que les Nordiques, à un moment donné, je pensais qu'ils auraient pu gagner la Coupe Stanley. Mais il manquait toujours un petit quelque chose. Mais Michel a été l'un des bons. Un qui s'apparaît pas, que les gens parlent pas beaucoup, c'est Marc Boileau. Et je me rappelle de lui, mais il était solide. Oui, puis c'est lui qui a gagné la Coupe AFCO avec les Nordiques. Il était pas mauvais. Jacques Demers a fait du bon travail. Puis même Jean-Guy Gendron... C'est vrai, Jean-Guy Gendron. Jean-Guy, ça a été l'oublié, mais les 2 années qu'il a dirigé Nordique, il avait fait de l'excellent travail. Puis dans la Ligue nationale, bien évidemment, c'est Michel Bergeron qui était là le plus longtemps. Mais le pire... Les joueurs l'aimaient-tu? Dans l'ensemble, Bergeron, parce qu'il était-tu raide avec les joueurs? Parce que d'autres, on le voit comme un sympathique, mais... Oui, mais les joueurs aujourd'hui, rencontrez-en plusieurs, là. Il y en a qui ne l'aiment pas, là. Puis ils ne gêneront pas pour le dire. Il n'était pas le plus populaire avec les joueurs. OK, c'est ça, je voulais savoir comment il était. Mais d'après moi, c'était un bon entraîneur. Il y avait ses manies, là, mais les joueurs, là, parlez pas de Michel Bergeron et Réal Cloutier, là, parce que non, ça peut pas aller dans... Souvent, tu peux avoir quelqu'un, tu as eu des patrons, tu as dû le voir toi aussi, des patrons qui sont durs, qui sont sévères, mais souvent, le mot important, c'est juste. Ils sont justes. Oui. S'il est juste, t'en as eu, on a vu des patrons, des fois, ils disent, il est dur avec moi, il était dur avec cet employé-là, mais c'était correct ce qu'il a dit. J'en ai eu un au Soleil que je nommerai pas, là, mais il y avait le 3/4 de la salle de rédaction qui n'était pas capable de sentir. Moi, je l'adorais. Parce qu'il était exigeant, j'imagine? Il était exigeant, puis il y avait quelque chose à te dire, c'était direct d'en face, là. Mais d'ailleurs, moi, je l'aimais beaucoup, puis ma femme me disait, parce qu'il était pareil comme toi, je comprends, vous deviez vous entendre, mais Bergeron, mais après ça, tu sais, quand on est tombé dans les Dave Chambers, puis ces affaires-là, là, puis Pierre Pagé, pour moi, n'a pas été une grosse acquisition non plus. Mais un homme de hockey à Québec, que vous ne serez peut-être pas d'accord,
qui a été dénigré puis qui a fait du bon travail, c'est Martin Madden. Madden? Le père. Je pensais que tu allais parler de Filion, mais Maurice Filion. Ah non, Maurice a fait du bon travail. Martin Madden aussi, on lui a reproché des fois des choix repêchage qui n'ont pas réussi. Mais je regardais ça dernièrement, là, pendant qu'il était responsable du recrutement. Il y a quelques bons joueurs qui a amené, là. Il y a eu des bons joueurs. Il a ramassé Joe Sakic au coin. C'est des gros repêchages. Oui. Puis, au fil des années, là, il a repêché des défenseurs comme Normand Rochefort, Randy Mahler, Jeff Brown. Des bons joueurs, ça. Curtis Lesichin. C'était pas des joueurs marquants, mais c'est tous des gars qui ont fait 700-800 matchs dans la Ligue nationale. Si tu fais ça dans la Ligue nationale, là, parce que tu as des qualités, puis je trouve qu'on... À l'autre bout de la vanne, les choix repêchage depuis 25 ans, ça n'a pas été fantastique non plus, là. Oui, c'est pas si simple non plus, là. Moi, mon frère a fait ça longtemps, que je suis au Go, là. Oui. Puis on a discuté souvent. Puis, tu sais, il dit, Maurice, il dit, à un moment donné, là, il dit, on les repêche, mais il dit, après ça, là, c'est plus nous autres qui décident. Si le coach, ne l'aime pas, il joue pas. Puis, tu sais, même ici à Québec, Michel Bergeron, il y a des jeunes qui n'aimaient pas. Il y a des jeunes qui aimaient. Tu sais, Dale Hunter, là, mais Dale Hunter, quand tu coaches, tu peux pas l'aimer, là. Moi, je me rappellerai toujours... Il allait à la guerre en battant ça. Je me rappellerai toujours de Marc Tardy, le premier camp d'entraînement de Dale Hunter. Il nous fait venir les journalistes dans le coin. Puis Marc, là, c'est un très bon observateur. Marc, il dit, regardez le petit bonhomme, là, qui a une casquette sur la tête, là, dans le coin, c'était Hunter. Il dit, il va faire tout un joueur de hockey. Puis là, il n'avait pas encore joué un match avec les Nordiques, là. Mais il avait vu juste. Moi, quand vous parlez des joueurs des Nordiques... Il était aimé du public. Hein? Hunter, il était aimé en battant. Tu sais, il avait son style, là. Il avait ses défauts, là. Mais ça a été un des bons joueurs. Mais un de ceux qui me fait le plus rire, parce que je trouvais que c'était la démesure du public, la folie du public, c'est Wally Weir. Ah ben. Non, mais honnêtement, d'Incestrade, c'est épouvantable. C'était la superstar, là. Oui. Mais tu sais, du public, je parle. Oui, mais c'était une petite bière, puis wow, j'ai dit, voyons, dans quoi on est? Son col roulé aussi. Oui, mais... Snapshot, mais d'Incestrade. Mais par contre, c'était un peu le symbole du représentant. Mais ça vous fait pas penser un peu à Jack High, ici à Montréal? Pas tout à fait la même chose, là. Mais je trouve qu'il y a des points qui se ressemblent. Peut-être, pourquoi pas. Est-ce que tu penses que l'âge d'or du sport professionnel ou du sport à Québec est passé? Peut-être professionnel, mais vous ne direz pas du sport parce que là, je vais peut-être en surprendre. Sport amateur? Rouge et or? Évidemment, on a perdu les Nordiques, là. Puis moi, quand on me pose la question, est-ce qu'on va les revoir? Moi, je réponds, je le souhaite, mais on ne les reverra pas. Selon moi. Ouais. Mais par contre, on a développé d'autres choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé des capitales, des remparts, du rouge et or, de d'autres équipes sportives, universitaires ou collégiales. C'est des calibres qui ont de l'allure aussi, là. Oui, puis je pense que ça fait quand même une belle mosaïque. Mais c'est pas la Ligue nationale. Pareil, non, c'est pas pareil. Mais par contre, je trouve que malgré tout, on s'en est tiré pas pire au point de vue sportif. Puis moi, quand je suis arrivé directeur des sports au Soleil, en 1990, vous auriez dû entendre plusieurs organisations. Ils ont dit, pas lui. Il arrive du sport professionnel. Il arrive du sport professionnel. On n'aura plus accès aux pages sportives. Mais on avait ouvert ça à tout le monde, le fameux Maximum Sport, vous vous souvenez? Oui. Puis aujourd'hui, là, quand je parle avec des gars comme Samir Grib, puis le Samir, je le limite un peu parce qu'en plus, c'est un bon ami à moi. Mon Dieu, M. Dumas, que vous nous avez aidés. Mais ces gens-là, là, plusieurs m'avaient vu comme le gars là, qui ne s'occuperait pas de ça. Mais par contre, une fois les Nordiques partis, il faut que tu développes d'autres choses aussi. Là. Puis fallait nous autres, c'était pas juste des questions d'aimer le sport et tout ça. C'était des questions de rentabilité. Puis il faut que tu t'occupes de tous les domaines. Mais je trouve qu'en tout cas, ça va pas si pire que ça. Est-ce que parfois, il y a des joueurs, des intervenants des Nordiques qui t'ont parlé directement en disant, là, Maurice, t'es chien ou t'es raide, parce que, tu sais, sans dire que t'aimais ça, j'avais l'impression, moi, de temps en temps, quand tu te faisais un peu, pas boulier, mais juste quelqu'un qui te challengeait, t'haïssais pas ce petit guerre-là en disant, bon! Il y a quelqu'un qui avait dit, Maurice, si tu te pognes pas une fois par année qu'un joueur, t'es pas content. Tu sais, mais
Wilfrid Paiement. Mais ça avait été une remarque vraiment de bon ton. J'avais critiqué Michel Bergeron dans le temps de Noël. Je me rappellerai toujours, je rentre dans le vestiaire. Puis là, il fallait t'assumer tes textes, parce que quand tu te recroisais, ce que tu as écrit, là, il savait bien que... Mais par contre, je vais te conter d'autres choses là-dessus, puis c'est là que c'est important. Je rentre dans le vestiaire, puis il me fait signe. Il dit, Maurice, il dit, t'aurais pas attendre de passer Noël pour chioler après. Là. Il dit, me semble que c'est pas le temps. Puis dans le fond, c'était une remarque tout à fait correcte. Mais vous savez quoi, les joueurs de hockey, là, ils savent ce que tu dis sur la galerie de la presse. Puis ils savent quand tu viens les voir pour leur poser les questions. Puis si tu tiens pas le même discours que tu as tenu en haut, je dois vous dire que... Puis ils ont raison. Si tu es capable de dire en haut, il est pourri puis il est pas bon, il faut que tu sois capable de lui dire dans le vestiaire. Ça, c'est une anecdote. Je me rappellerai toujours Michel Goulet, une fois. Il était après délasser ses patins, puis il était penché, puis il se lève la tête. Ah, il dit, salut Maurice. Il dit, le veston que tu as sur le dos, là, il dit, c'est pas nœud, ça, tu sais, en joke. Il dit, non, Michel, t'as raison. Mais toi, à soir, t'aurais pu en mettre un nœud parce que tu l'aurais pas magané d'un coin de patinoire. Il dit, puis là, il voyait les autres gars à côté. Là, Michel, il dit 1 euro pour toi, Maurice, c'est correct. Mais il faut que tu sois capable. Si tu dis quelque chose, puis ils le savent, hein? Il y a toujours quelqu'un qui va le dire. Il faut que tu sois capable de tenir le même discours. C'est-tu arrivé des joueurs qui t'ont pris en grippe ou. Tu parles plus pour un bout, là? Toi, t'es barré? Ben, à un moment donné, j'avais critiqué les hauts salariés. C'était Marc, c'était Régent. Pas Régent, c'était Marc. Réal. Puis Jean-Claude. Tu trouvais qu'il se traînait les pieds un peu ou? Ben, j'avais dit qu'à un moment donné, c'était bien beau, là, vous êtes les plus gros salariés, mais si on vous donne ces salaires-là, c'est parce qu'on s'attend à ce que vous en donnez plus que les autres. Parce que j'avais une discussion avec Marc. Marc, il dit, une fois que tu as négocié ton contrat, mais je le répète, Marc, je l'ai toujours bien aimé, parce que tu as vraiment une bonne tête de hockey. Marc disait, Maurice, le salaire... Une fois que c'est négocié, ça compte plus, ça glace, il faut que tout le monde soit égal. J'ai dit, Marc, si tu gagnes 3 fois plus cher que Wally Weir, il faut que tu en donnes pas mal plus que Wally Weir. Puis je les avais critiqués. Ça avait duré une couple de semaines, là, puis... Mais ça finit toujours par revenir, là, tu sais. Tu t'en fais pas avec ça. Mais il faut que je te compte. Je t'ai parlé tantôt, j'allais l'oublier. C'est une anecdote, mais c'est parce que tu vas reconnaître le monde que tu as connu à l'époque. Quand on fait les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, un soir... Alain, lui, évidemment, il travaille à description pour RDS. Puis Jacques Demers est là, Michel Bergeron, donc lui est pour RDS à ce moment-là aussi. Fait qu'il me dit le soir où la jeune patineuse qui venait de perdre sa mère... oui, Cynthia. Non, pas Cynthia, mais en tout cas, parce que je veux le dire, ça sortira pas. Une fille de la région de Montréal. Oui, c'est ça, absolument. Puis le soir où à patine, nous autres, on va dans un restaurant italien. Puis ce qui est très drôle, c'est que Jacques Demers avait la perception, peu importe, il y avait déjà eu des rumeurs dans le journal que les gars du zoo, ça gagnait de l'argent, c'est épouvantable. Fait que, tu sais, il passe une affaire de main, puis évidemment, Michel Bergeron, moi, je ne sais pas, mais il a feedé, genre, construis pas la tête, il va tout ramasser la facture, construis pas la tête. Fait que là, on a Joanie Rochette. Le nom me revient, Joanie Rochette. Mais je le dis parce que c'est une anecdote intéressante, parce qu'on est aux Jeux olympiques d'un restaurant. Exemple, imaginons, le Portofino dans le temps, là, tu sais, plein à craquer, tu sais comment ça peut être. Un restaurant comme ça, une petite coche en haut, encore plus. Mais quand Joanie Rochette arrive sur les écrans, j'avais jamais vu ça de ma vie, il n'y a plus un mot dans le restaurant. Zéro. Comme à l'église, tu sais, quand il ne fallait pas que tu parles. Il n'y a pas un mot, tout le monde veut voir la compétition. Puis là, évidemment, elle a eu une médaille, je pense qu'à la 2e place. On s'était dit, mettons, ils ont été fins, là, sans dire qu'elle était mauvaise, mais tout ça. Fait, mais le repas se passe, puis... moi, je me rappelle, j'étais avec Alain, on partage une pizza en entrée. Fais-tu une pizza? C'est 20$. Je partage une pizza. Puis après ça, je mange un plat de pâtes. Rien de spécial. C'est un restaurant italien, bien normal. Puis on est autour de la table, le producteur, le sbire, qui est là, de RDS, Alain. Charles n'est pas là. Puis Michel Bergeron, Jacques Demers. Puis là, ça part, les anecdotes, on jase. Mais là, il se prend du vin. Moi, je m'occupe pas de ça pendant tout. Jacques, il dit, regarde, on s'occupe du vin, tous les deux.
Mais j'ai jamais choisi une bouteille, moi. Mais Jacques était pas mal pris non plus, là. Tu comprends que M. Ilitch a été bon pour lui. Il a pas trop payé. Il est venu à Québec, ça a l'air jamais rien payé, là. La limousine, la patente. En tout cas. Puis il est super sympathique, Jacques, puis pince sans rire, mais Michel Bergeron encore plus. Fait que moi, à la fin de la veillée, on reçoit nos factures. Alain reçoit sa facture, ça coûte 33 piastres, 34 piastres. Moi, je reçois la mienne 795. Le vin? Le vin. Non, mais c'était la moitié du vin. Oui. Parce que Michel, après ça, est tombé dans le... Michel était capable de prendre un verre ou 10, là. Ouais. Ce soir-là, il était heureux. Puis c'était une belle soirée, puis tout, mais Jacques, la manière... Tu sais, c'était comme un coup de cochon, mais je me disais, probablement que les joueurs ont tous vécu ça, eux autres. À un moment donné, les jeunes qui arrivaient, hein, t'arrives au restaurant, puis c'est toi qui ramasses la facture. Ben non, c'était pas des 10 000, là. Mais dans 700-800, là, la moitié d'une facture à 5 personnes, tu comprends que ça se passait dans le vin. Puis Jacques connaissait ça. N'avais-tu pris un peu toujours? Bon, oui, ben oui. Je m'en suis mis dans les poches pour en revenir. Au moins, c'est moins pire. Est-ce que, je te poserais comme dernière question, Maurice, parce que là, c'est tu sais, on parle de la technologie, mais je parle des médias sociaux, tu sais, la façon de faire. Est-ce que c'est un plus ou un moins, à ton avis, pour le métier, des médias sociaux? Non, c'est un moins. Moi, je trouve que c'est pour le métier, c'est sûr. Ben, pour d'autres choses, ça peut être un plus. Ça oui, mais pour le métier, puis surtout le métier qu'on a fait, là, comme on parlait des couvertures et ces choses-là. Parce que l'information, à cette époque-là, comment je dirais ça? Elle sortait tu sais, aussi bien les compétiteurs que nous autres. Puis comme je vous parlais d'un peu de la philosophie de Claude La Rochelle, si tu sors de quoi, il faut que tu sois certain de ton affaire, puis il faut que ça aille de l'allure. Ouais. Puis souvent, on veut pas aussi à l'époque, c'était repris par les postes de radio et parce que ils voyageaient pas à tous les matchs non plus. On partait du journal. Alors, cette information-là, je trouve qu'elle était plus crédible. Mm-hmm. Je dis pas que ceux d'aujourd'hui sont pas crédibles, mais de la façon dont ça fonctionnait, ça rend... Parce que... Puis, même à une époque, nous autres, qu'on faisait ça, si tu te trompais, là, c'est arrivé qu'on a fait des erratums pour se corriger. Il n'y a plus d'erratums. Ça va trop... Non, mais ça va trop vite. Ben, après 2 heures, c'est une nouvelle. Quand tu vois ces fils de nouvelles, c'est fou, là. Non, moi, je pense que c'est... Pour ce point de vue-là, je pense qu'on est un peu perdant. Dans l'ensemble, comme je dis, au point de vue marketing et tout ça, je peux pas juger parce que je suis pas très bon là-dedans. Là. Non, mais en même temps, prenons juste... Au point de vue, information crédible... mais on était ça à coche. On a le prof un des profs majeurs au Canada en marketing et médias. C'est sûr que c'est un sujet constant. Vous autres, la transformation de l'information? Oui, certainement. Mais d'autant plus, Maurice, récemment, que tu as eu l'histoire d'un journaliste qui commentait les matchs de Vancouver dans la MLS, qui a fait quelques commentaires sur les médias sociaux, pas très gentils à l'égard, ou en tout cas, plus critiques. Oui. À l'égard de l'équipe de Montréal. Et puis il a perdu sa job, c'est ça. Et donc, l'état du journalisme dans ce contexte-là. Oui, j'ai même pris son entrevue qu'il a donnée après son congédiement. Mais t'as peut-être un point aussi, Gilles, quand tu dis que ça va trop... C'est vrai que ça va vite. Toi, t'es brûlé rapidement. Écoute, là, tu vois les manchettes. Tu sais, Jean-François Dumas d'Influence Communication, il mesure ça. Il dit, Gilles, les nouvelles sont bousculées tout le temps. Quand tu as une mauvaise nouvelle, tu passes ça. Quand tu as une grosse nouvelle qui prend toute la place. Par exemple, hier, TVA, au moment où on enregistre, c'est l'histoire de TVA cette année, on est rendu quasiment à 700 employés. 240 en février, puis un autre 500. Tu étais rendu à près de 800, c'est le tiers des employés. Ça fait la manchette. Fait que tout ce qui passe à côté, ça passe dans le beurre. Là. Puis c'est drôle qu'on parle de ça. Moi, puis je peux le nommer, c'est Jacques Tanguay avec l'équipe de football du Rouge et Or. À un moment donné, à un gala de l'athlète de l'année, à l'époque que Jacques Chapdelaine était le grand boss de l'équipe du Rouge et Or, les deux se rencontrent. Je pense que c'était... Capitole, non? Capitole. Probablement. Hein? En arrière, puis il y avait toujours beaucoup d'espace. Moi, je me tenais là parce que c'est là que tu pognes les nouvelles. Puis les regards sont froids. Fait que là, après que Jacques Chapdelaine a été parti, je me mets à parler avec Jacques, puis j'ai... ce qui se passe, il ne se passe rien. Puis taponne, puis je l'achale, puis ça reste là, puis je le revois en semaine. Puis Jacques, il dit, Maurice, là, il dit... Je vais te le dire, mais écris-les pas tout de suite. Il dit, je vais te faire signe quand tu pourras l'écrire. Ça fait que je suis correct. Il dit, il va être congédié. Mais il venait de gagner la coupe. Et Batin, c'est un gros move.
Timing, là, tu sais. Fait que ça reste là. Un samedi soir, je vais souper chez un ami. Je reviens à la maison, il est 10h moins quart. Téléphone sonne. C'est quelqu'un qui travaillait avec Jacques. Ça pourrait être Yves 5 Mars, par exemple, qui était très proche de Jacques. Ça pourrait être ça. Ouais. Il dit, Maurice, il dit, ce que Jacques t'a dit, là, tu peux le sortir, on vient d'avertir les joueurs. Fait que là, moi, il est tabarouette. On avait fait un recast, comme je te dis, là. Ouais. Une mise à jour de l'édition. Il avait dit, tu pourras le sortir quand on va avertir les joueurs. Ah, c'est ce qu'on appelle la confiance, Luc, ça, quand même. Oui, tu le dis, puis tu sais que l'autre va le tenir, toi, ben, en même temps. Oui, mais moi, je dis que c'est important, à un moment donné, d'être capable de respecter ces choses-là. Si tu sens à un moment donné là, que le gars te donne des off the record, le terme anglais, s'il t'en donne 3 par semaine, ça marche pas. Là. Non. Mais tu sais, dans un cas comme ça... Oui, mais surtout, c'est une carrière que tu veux tenir à long terme. C'est pas une affaire d'une semaine. Là. Ouais, toi, t'es là pour des années. Tu sais, il faut que tu respectes ça aussi. Là. Le gars te l'a dit, ben moi, j'en ai pas eu des milliers, là. Mais j'en ai eu une couple, là. Des grosses coupes, mettons? Oh oui, puis à un moment donné, tu le retiens, puis tu reçois le signal que tu peux le publier, mais il faut que tu sois capable de respecter ça. Mais par contre, il ne faut pas que ça devienne une habitude, là. Y a-tu un scoop? Je sais pas pourquoi ça me passe par la tête. Je vais te la poser la question en podcast. On n'a pas comme au baseball, on n'a pas d'horaire. Un scoop que tu as eu parce que tu as observé une affaire, tu t'es dit, qui t'a fatigué, mettons, tu te dis, comment ça se fait qu'il était là, lui, dans le restaurant-là? Tu sais, exemple, tu vois Maître au but parler avec quelqu'un, puis là, tu fouilles, tu demandes à quelqu'un, puis là, tu apprends, ce gars-là, c'est propriétaire de... il parle peut-être... Tu sais, tu vois le mon genre. De fil en aiguille, toi, t'avances, puis bang, tu pognes une nouvelle. C'est là, il faut que tu observes les gens, puis il faut que tu les connaisses aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont te dire, c'est pas vrai, ça marche pas, mais tu le sais. Tu le sais que c'est le contraire qui passe, puis à force des... Puis c'est à force de les... Puis l'expérience aussi, tu en as vu d'autres, là? Ben, tu sais, tu fais pas ça à 25 ans, là. Tu fais ça après plusieurs... Tu sais, comme je t'ai donné l'exemple de Jacques avec le Chapdelaine qui s'était croisé, puis... Tu voyais bien que ça marchait pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas là. Puis il déconne même. Puis surtout quand, comme je le mentionne, à l'époque où on était toujours avec ces gens-là dans l'autobus, dans l'avion, tu les connais plus. Moi, il y a Christian Bordelot qui jouait avec les Nordiques. Ça a été un des athlètes que j'ai le plus aimé. Personnalité, tu parles? Personnalité. Pas juste à la glace, là. Tu veux non, comme personnalité, gars, un homme humain. Il venait s'asseoir, tu jasais avec. Puis c'était enrichissant de jaser avec un homme comme ça. Parce que c'était pas rien que le hockey, là. Puis il était comme moi, il avait peur d'avion. Ça fait qu'on se comprenait bien. Ça t'a-tu empêché de prendre... Quand tu avais la chance de ne pas prendre l'avion, tu le faisais? Oh, mais moi, j'ai arrêté à cause de ça. Moi, j'ai fait les... De faire le beat, tu veux dire la route? Oui, j'ai fait de 75 à 89, mais là, je n'étais plus capable. J'ai même... T'avais peur à chaque seconde? Avant? Puis j'avais peur pas à peu près, là. Mais tu savais que demain, tu partais en avion, tu commençais à freaker déjà, là? Oui, je savais, surtout les dernières années, là. Si on prenait l'avion à 8 h du matin, moi, je dormais plus à 2 heures, là. Incontrôlable. Là, j'avais... 2 gins avant un cognac, non, ça marche pas. C'est de la merde, ça marche mais pas. Je me souviens, le Soleil m'avait payé une thérapie avec un genre de psychologue de l'Université Laval qui était pilote d'avion. Puis... Il avait beau t'expliquer, les poches d'air, ça n'existe pas, les ci, les ça, dans zéro. Non, ça n'a pas rien donné, mais par contre, parce que rendu là, je m'étais trop battu pendant 15 ans. J'avais plus cette force-là. Okay. Le premier voyage que j'ai fait avec Claude Larochelle, on avait fait ça. Quand tu es allé, le premier qui t'a dit dans les fêtes, là, ouais. C'était un petit avion. On avait fait Québec, Chicago, ça avait pris 5h30. Hey, Alice, puis ben oui. Puis je me rappellerai toujours. Claude Larochelle, à un moment donné, me demande, il dit, Maurice, puis t'aimes-tu ça? Parce que je commençais. J'ai dit, j'adore ça. Je pissais quasiment à mes culottes, excusez l'expression. T'avais peur en baptême, ça? Oui, j'avais peur. Mais tu voulais pas lui déplaire? Non, parce que je voulais faire cette couverture-là, moi.
Mais c'était pas contrôlable, c'est ça? Non. T'as toujours été de même, dans le fond. Ah oui, puis toujours été de même. Mais par contre, je me dis, je l'ai quand même fait 15 ans. T'as-tu essayé de comprendre pourquoi? Non, il n'y avait rien à faire. Parce qu'il y en a quelqu'un qui m'a déjà dit, moi, je peux pas imaginer qu'on va à 950 km/h et qu'on voit rien avant. Mais tu sais, c'est parce que la perception de... Ta vie à toi, c'est une auto, souvent? Mais dans l'auto, tu comprends? Fait que lui, il dit, on voit rien avant, mais on va à 1000 km/h, là. Fait que tu sais, c'est dur à imaginer. Mais l'époque où les Nordiques ont eu l'avion de la compagnie Kruger, c'était la compagnie de papier. Papier, Kruger, ben oui. Puis, papeterie. Les Nordiques, cette année-là, ont voyagé seulement qu'avec cet avion-là. Là, ils ont obligé. Ça a duré 2 ans, puis les compagnies aériennes ont protesté, puis il a fallu qu'ils mettent fin à ça. OK. Alors, je me rappellerai toujours, le pilote, c'était Léo Dansereau. Il y avait son copilote. Son copilote. Puis ils m'ont emmené en avant, puis pour que je voie tout ça. Puis, pour essayer que tu t'acclimates. Me conforter, puis ça n'a pas marché. Mais t'étais-tu genre, tu l'as fait pareil, je comprends que tu l'as fait pendant 10-15 ans, mais tu tenais bien serré, c'est quoi? Oui, tu tenais bien serré, puis tu sais, il y a des gars que tu es capable d'écrire dans l'avion, pour moi. Zéro. Là. Non. Puis tu parlais-moi pas. Sacré-moi patience. Oui, la paix. La paix, là, achalez-moi pas. Puis les gars le comprenaient, là. Ça n'a pas été un frein tant que ça, parce que tu as fait ta carrière pareil. Oui, mais par contre, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, là. Puis là, mon épouse m'a dit, tu vas te faire mourir aussi, là, tu sais. Tu te boutes à 2h30 le matin, puis tu prends l'avion juste à 8-9 heures, là. Mm-hmm. Ça a-tu été dur sur le body, cette job-là? Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que, comment je vous dirais... non. Non, parce que des fois, tu disais, tu avais des horaires de fou, 3-4 heures du matin, tout ça. Puis oui, mais dans le journaliste, c'est que tu voyages ou que tu voyages pas, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est comme j'en discutais souvent avec mon épouse, moi qui était infirmière, puis elle avait des horaires de fou. Puis là, à un moment donné, moi, j'avais des horaires de fou. Puis mes 2 fils, là, qui sont dans le métier, ont fait des stages d'été au soleil. Puis là, à un moment donné, c'est Hugo. On dit à Hugo, ça te fait pas peur de pas tes parents, des horaires? Il dit, moi, j'ai jamais eu l'impression que mon père travaillait. J'ai toujours eu l'impression qu'il s'amusait. Fait que là, 2-3 jours... C'est un compliment? C'est pour ça que tu aimais ta job? 2-3 jours après, le rédacteur en chef me fait venir dans son bureau. Il dit, Maurice, on te paye plus. J'ai dit, pourquoi? Il dit, Hugo nous a dit que tu t'amusais. Fini. Oublie ça. Est-ce que tes fils ont pris soin récemment, dans les dernières années, de te parler du mouvement d'un média plus épeurant? C'est-à-dire, comme Hugo, à la presse, ça a brossé à la presse, il y a eu des restructurations. Oui, mais on a parlé beaucoup. D'ailleurs, on a parlé, je vous dirais, il y a à peu près 10 jours. OK. Puis j'ai parlé aussi beaucoup, Hugo a parlé avec moi aussi, tu sais, de la poursuite qu'il y a eu de Québécois, tu sais, veut pas... ça shake, ça. C'est pas le fun. Oui, mais il y en a... C'est fini, cette affaire-là? Ben, pas ce que je sache. OK. Puis il y en avait une aussi avec Petit Vierge, là, qui a une émission avec son... Guillaume Lemaitre-Vierge? Oui, Guillaume Lemaitre-Vierge. OK. Parce que... Ben, quand tu as fait ces déclarations qui ont été... mais ouais, OK. Celle-là a été abandonnée. OK. Celle-là a été abandonnée. Mais tu sais, tu en parles, mais par contre, c'est sûr que ça les préoccupe, mais d'après ce que je vois, ce que j'entends, la presse s'est bien remis de ça. Ça va pas. Mais ils ont élagué beaucoup, par exemple. Tu comprends? Oui, il y a eu des départs. Mais comme le soleil. Moi, je jasais avec François Bourque récemment. Il dit là, il y en a peut-être le tiers qui vont partir, là, qui débarquent avec des conditions de départ. Oui, c'est ça. Ce qui va permettre au journal d'être autour de 100 journalistes qui ont déjà été. 100 personnes, je pense, au journal. C'est pas beaucoup par rapport à ce que toi, tu as vécu au début. Ah, oui, mais c'est comme on mentionnait. Autre temps, Dans les grosses années du soleil, dans l'édifice, il y avait combien d'employés? Ça a dû frôler 1000 des fois. Moi, j'ai entendu 700-800 souvent. Il y en avait assez que des fois, je rencontre des gens, puis... Tu les connaissais pas. Ben, je travaille avec toi au soleil, Maurice, hein? Mais tu sais, on n'était pas juste sur un étage. C'était immense. Il y avait 2-3 étages. Ah oui. Fait qu'à ce moment-là, tu peux pas connaître tout le monde. Toi, t'étais avec la rédaction, surtout. Tu avec la rédaction. Fait que tu peux pas connaître tout le monde. Pas pire que ça. Je veux pas parler pour toi, mais souvent, tu n'étais pas là. Tu travaillais de sa route. Oui. Puis même moi, en plus, lorsque je couvrais Nordique, à Québec, puis qu'il n'y avait pas de match, il y avait la séance d'entraînement le midi, l'avant-midi, bien souvent, je faisais mes textes chez moi. Là.
T'as-tu vécu la période où les patrons aimaient pas ça quand vous alliez dans d'autres médias? Parce qu'aujourd'hui, c'est généralisé, mais il y a un bout de temps, même où ils disaient « Hey, tu n'auras pas donné tes nouvelles à TVA ou à TQS ou je sais pas quoi. » Tu le faisais-tu un peu? Aux entraques, mettons, du hockey, tu y allais de temps en temps? Oui, mais... il n'aimait pas ça tant que ça? Il fallait pas trop y aller, là. Puis il y avait aussi... là, je vais peut-être vous surprendre. Il y avait à une époque, dans un journal comme Le Soleil ou d'autres, les journalistes sportifs, c'était pas les journalistes, comment je dirais, c'était pas les journalistes les plus sérieux selon une autre catégorie de journalistes. OK. Tu sais, c'était un peu les journalistes qui... Ils ont du fun. Ouais, puis qui peuvent accepter les... des petits cadeaux? Oui, toutes sortes de petits cadeaux. Des invitations. Okay. Oui. OK. Puis, mais ça a changé avec les années, mais au début, c'était un peu ça. Là. Les journalistes sportifs, c'était pas les journalistes les plus crédibles, disons. Là. Toi, es-tu capable de dire vraiment, dans ce que tu avais à faire d'une journée quand tu étais sur le beat, vraiment dans les belles années, qu'est-ce que tu aimais le plus? Moi, ce que j'aimais le plus... T'as-tu être dans le vestiaire, voir les gars sur la glace, voir les entraînements, écrire, tu sais, je sais pas. Moi, ce que j'aimais le plus dans le métier, c'était de la façon dont ça se passait entre les matchs puis les pratiques. De la façon dont... Les effets d'un sur l'autre. Oui, puis de la façon dont on construit une équipe. Moi, je vais vous le dire, là, puis je vis ça maintenant d'une autre façon, mais j'ai du fun. Moi, j'aide pas, là. Moi, j'étais un peu le recherchiste de Patrick Scalabrini quand il recrute ses joueurs. OK. Puis j'adore ça. Tu aimais ça, faire de la recherche là. Puis t'aimes ça en plus, le baseball. Oui, mais moi, c'était un peu ça, les Nordiques. Puis c'est pour ça que je me tenais proche de certaines personnes qui étaient impliquées là-dedans. Tu sais, un gars n'a pas une séance d'entraînement, puis... tu sais qu'il n'est pas blessé, puis... Il va être échangé, on ne sait pas. Il y a des rumeurs d'échange, mais moi, c'est ça qui m'intéressait. OK. Aller chercher plus que ce qu'on appelle le réchauffé. Là. Tu sais, c'est plaisant à ramasser les commentaires après un match et tout ça, mais de la façon dont ça fonctionne. C'est-tu possible, Maurice? Moi, je pense que non, là, mais je vais avoir ta réponse. C'est-tu possible de couvrir objectivement puis de ne pas être du tout partisan? Moi, je crois pas ça. Je pense que tu peux être objectif, mais quand ton club, les Nordiques, comptent, tu as le droit de crier et tu es content. Comment tu vivais ça, toi? Je sais que tu peux être exubérant. Je t'ai déjà vu sur la galerie. Par contre, avec Albert, les masses en l'air. Il était drôle, eux autres. Là, mais c'est pour ça que je vous dis que j'aime tellement le baseball maintenant depuis que j'ai pris ma retraite, parce que j'ai retrouvé ma liberté de manifester. Mais tu peux couvrir puis être objectif, mais tu ne peux pas jamais dire que tu ne ressens pas un petit quelque chose. C'est impossible. Maurice, à quel moment tu deviens fan des Nordiques? Parce que là, je comprends au début de l'entretien que tu étais un fan du Canadien. Oui. C'est quand le moment? C'est bon. Y a-tu un éclair à un moment donné? Ben, je veux dire, ça a commencé parce que la première année que j'ai été à Québec, j'ai assisté à des matchs des Nordiques comme spectateur parce que l'année que j'étais au Journal de Québec, j'étais au pupitre. Moi, j'écrivais pas. Je mettais les textes puis les titres. Comme loisir de fois, tu allais au hockey. Comme j'allais au hockey. Puis après ça, l'année d'après, j'ai commencé à couvrir les Nordiques 2-3 mois plus tard. Ça n'a pas été long, là. Luc, c'est là que le moment... Je vais te répondre honnêtement. Ça n'a pas été mois, hein? Ça n'a pas été long, là. Parce que tu vois comment ça fonctionne. Puis j'avais réalisé aussi comment ces gens-là avaient travaillé d'arrache-pied aussi pour se rendre à ce niveau-là. Là. Alors, ça n'a pas été long. Là. Il y avait une compétition, mettons, entre le Journal de Québec et Le Soleil, mais il y avait une compétition entre Québec et Montréal, les journalistes? Oh oui. C'est sûr. Moi, ça me semble une évidence. Ben, oui, mais par contre, je te dirais, tu avais le Journal de Montréal, puis tu avais le Journal de Québec, eux autres travaillaient ensemble. Mm-hmm. Alors, la presse, Le Soleil. Nous autres, machinalement, c'était la presse puis Le Soleil. Ouais. Puis là, ben... Puis le devoir, Puis même, je te dirais que même au niveau de... Je ne veux pas parler pour les autres, même au niveau du Journal de Québec puis du Journal de Montréal, il y a pu avoir des petites rivalités aussi, là. Ben oui. Mais des rivalités dans ce métier-là, il y en a, il y en aura toujours, puis il faut qu'il y en ait.
La compétition rend meilleur, ça. Ben, c'est une des choses qu'on reproche aujourd'hui à l'association. Au fait de rassembler toutes les forces ensemble, il y a moins de compétition, il y a moins de... Mais tu parlais il y a 2 secondes de la partie du travail que tu aimais plus particulièrement. Ton frère a été dépisteur pendant longtemps pour les Blackhawks de Chicago. D'ailleurs, je te dis ça parce qu'à un moment donné, par accident, je tombe sur un vieux magazine des Blackhawks. Et il y a une photo de lui, il commence sa carrière, là, c'est comme... Oui, après qu'il ait perdu son œil. Mais il te ressemble... Maurice, c'est une copie carbone, là. Vous êtes absolument identiques. Mais lui, au fond, il a fait ça un petit peu, c'est-à-dire, il se promenait, il essayait de trouver les meilleurs joueurs. Tout ce travail-là que tu dis que tu aimais, à certains égards, vous vous ressemblez. Mais Michel, en plus, il a été dépisteur-chef. Oui. Puis, dans son époque, c'est lui qui a repêché Patrick Kane. Puis, qui était Patrick Kane puis Jonathan Taille. Oui. Quand même. Ouais, puis il doit être fier de ça. Mais Savard, est-ce qu'il était là aussi? Denis Savard? Oui, mais il était, à ce moment-là, il était recruteur. Mais je vais te raconter une anecdote. Tu te souviens de Réal Cloutier lors de la fusion? Oui. Les Nordiques ont été obligés de donner un premier choix à Chicago, mais je pense que ça a été Denis Savard. Faudrait que je vérifie, là. Oui, absolument. Oui, pour le garder. Exact. Mais Chicago le met, Réal Cloutier, puis il voulait même... il a joué, là? Il a-tu joué, là? Il n'a pas joué à Chicago. Non, c'est Michel Goulet qui a joué à Chicago. Il a-tu joué? Oui, mais après bien après. OK, parfait. Puis c'est là qu'il était blessé. Michel était dépisteur à cette époque-là, puis son boss, c'était Bob Pulford. Bob Pulford, il disait, Michel, appelle ton frère, puis informe-toi pour Réal Cloutier. Fait que Michel m'appelle, puis Réal Cloutier, dans ce temps-là, il était avec Guy Bertrand, puis Michel Goulet, puis on faisait les menaces francophones, puis tout ça. Et fait que Michel m'appelle, j'ai dit, écoute, je pense que c'est sérieux, je te dis, là. Ouais, mais il dit, si tu ferais à notre place, je te dis, c'est sérieux, là, ils vont... Mais dans le fond, c'était quand même un bluff, là. Mais à l'époque, là, tu pouvais pas le percevoir. Puis moi, je pouvais pas dire à mon frère, c'est pas un bluff, parce que j'étais pas assez certain. Puis c'est quand même des grosses décisions, là. Oh oui, ben oui. Absolument. Est-ce que c'est arrivé que le frérot t'a donné un lead sur une histoire... Oui, il m'en a donné une coupe. Il y a une phase de... Je ne vous dirai pas tout, mais ça se peut. C'est normal. Oui, là, voyons. Mais d'ailleurs, Michel avait signé, lui, quand il jouait de l'organisation de Chicago avec Cincinnati. Puis vous savez à qui appartenait Cincinnati à cette époque-là? Non. Bill DeWitt Jr., qui est propriétaire des Cars de Saint-Louis au hockey. Mais quand Michel a signé qu'eux autres, il était encore à cette époque-là dans la Ligue centrale, dans l'organisation des Blackhawks. Oui. Quand j'allais à Cincinnati, j'allais manger dans la loge de Bill DeWitt parce qu'il avait su que c'était mon frère et toute l'équipe. Mais Michel, à un moment donné, plus tard, il est pas allé avec Cincinnati, il est resté avec Chicago. Je ne suis pas retourné dans la loge. Hein. Final. Ça n'a pas retourné dans la loge, mais... Non, bon, c'est... Puis Michel, il a fait ça longtemps. Oui. Puis il a fait ça, sais-tu comment ça a commencé, lui? C'est drôle. Il a perdu un œil d'une séance d'entraînement. Et puis, son contrat avec Chicago était encore bon pour 2 ans. Ils ont dit, écoute, il faut te payer, tu peux rester chez vous dans les pieds dans la palette du poing, là. Mais si tu veux commencer à dépister, puis nous aider un peu, puis ça a commencé de même. Et il a eu une très, très belle carrière. Oui, il a eu une belle très belle carrière. Absolument. Peut-être juste en terminant, on parlait tantôt de Jean-Claude Tremblay, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que dans sa grosse année de 72, il y a des games où il avait été chronométré à 55 minutes. Oui, même... Ça veut dire qu'il jouait était toujours sur la glace. Non, mais c'est pour ça que je ne savais pas ça. C'est pour ça que je dis que ça a été des acteurs, des artisans importants. Là. Il y a eu beaucoup de travail de fait en coulisses. Il a fallu que des gens le fassent. C'est en patinoire, là. Oui, des fois, j'ai joué au hockey dans des promos avec Dave Pichette, avec Jean Gagnon, des gars qui ont un certain âge aussi, sont dans mes âges. Puis je me souviens pas de qui. Peut-être que j'ai dit, Maurice va peut-être s'en rappeler, mais il me dit, il y a un goaler pour les Nordiques dans le temps qui, dans ses pads, gardait des cigarettes puis fumait une clope de temps en temps. Michel Place.
Michel Place. Je ne croyais pas. Il dit, je te le dis, voyons. Oui. Il fumait, il faisait une petite puff, il y avait un hors-jeu. J'ai dit, voyons, ça se peut pas. Et on parlait de Guy Lafleur qui fumait entre les périodes. Mais moi, je vous dirais pas qu'il fumait ça de Ben, c'est ce qu'il me dit. Peut-être. Mais il fumait. Sur le banc? Parce qu'après une mise au jeu... jeu... C'est ça comme auxiliaire, là? Ouais, après une mise en jeu, une mise au jeu, là, à un moment donné, ben, il était bien chum avec André Dupont. Il dit... Le Moose. La Moose vient ici. Et il dit, va donc porter mon letteur sur le banc parce qu'il l'avait oublié dans ses et lors d'une game au Spectrum dans le temps, à un moment donné, le jeu arrête pendant 4-5 minutes et les joueurs, visiblement, cherchent quelque chose à la glace. Ben non, tu me niaises. Et le soir, on le dit pas c'est quoi qui se passe. Ça a sorti quelques jours plus tard. C'est qu'il avait oublié son lighter dans le genou de sa pads. Puis il a dit à l'arbitre, écoute, je viens de réaliser, je l'avais, puis j'ai oublié de l'enlever, puis il est à quelque part, il faut le trouver. Ah oui, ça. Ah non, mais il n'était pas le seul à fumer à l'époque. Hein. Entre les périodes, il y en avait d'autres. Bergie, c'est un gros fumeur à l'époque. Oui. Mais les coachs, ils ne rentrent pas beaucoup dans la chambre entre les périodes. C'est très rare. Je me suis toujours posé la question, moi. Tu sais, dans Lance et Compte, là, hey, comme ça! Mais tu sais, c'est du gros cinéma, là. L'engueulade, là, mettons, genre, ça vous tente pas de jouer à soir? Ça peut arriver aussi? Peut-être faire une petite entrée, là. Puis short and sweet? Là, ça marche pas, là, mais il reste pas longtemps, là, entre les périodes. Ben, pas ce que j'ai constaté, là, parce même nous autres, des fois, on descend entre les périodes, parce que quand tu cherches la nouvelle, oui. tu vas fouiner pas loin des vestiaires et ces choses-là. Moi, je m'étais fait prendre dans un hôtel à Winnipeg par Christian Bordelot. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait une bonne relation avec. Jacques Demers avait convoqué un joueur à sa chambre. Et puis, il dit donnait un méchant savon, ça brassait, là. Fait que moi, je passe, j'entends ça. OK. J'arrête, puis il avait de l'oreille. Christian passe. Maurice, tu fais là? J'ai dit, Christian, je viens de me faire prendre les culottes à terre. Oh, il dit, c'est pas grave. Hein? Fais ta job, vas-y. Mais là, tout de suite, genre, je voulais savoir, là, puis le gars, il se faisait brasser. Avais-tu pu écrire quelque chose de ça? Oui, j'avais écrit qu'il y avait eu une rencontre, puis que le ton était pas très amical et tout ça. Non, tu sais, assez pour être capable d'informer que le gars s'était fait passer un savon. Là. Et tu n'avais pas déjà raconté aussi qu'à un moment donné, à Cincinnati, il y avait certains joueurs qui avaient voulu te rencontrer à un moment donné? Ah ben ça, c'est la chicane que je parlais avec les hauts salariés. OK. Puis les joueurs qu'on dit plus effacés dans l'équipe, je peux les nommer, là, il y avait Gary Larivière, il y avait Bob Fitchner, il y avait Paul Baxter, puis il y en avait un ou deux autres. Okay. Ils me font venir dans un bar. Puis moi, au départ, quand j'ai eu l'appel, j'ai dit, des fois, les joueurs de hockey jouent des tours. Là. Ça répète ça. Oui, mais là, j'ai dit non, je ne vais pas là, je n'ai pas d'affaire là. Il a dit, Maurice, viens, on veut te parler. Finalement, j'y vais, puis c'était vrai. Puis là, je rentre là. Ils ont dit, t'as pas de calepin, t'as pas de... J'ai dit non. Ils ont dit, ce qu'on va se dire ici... Ça reste ici. Ça reste ici. J'ai dit, je vous donne ma parole, ça reste là. J'ai dit, pourquoi vous me faites venir? Mais là, il y avait eu vent que j'avais critiqué les gros canons de l'équipe. Puis ils ont dit, Maurice, continue, parce que nous autres, là, on n'a jamais de crédit. Paul Baxter, il dit, moi, je mange des coups de poing sur la gueule, puis il dit, j'ai jamais de crédit, puis tout ça. Puis il dit que quelqu'un critique les grosses vedettes. Il dit, on n'a rien contre, c'est nos meilleurs. Mais par contre, on trouve que tu fais bien ça, puis lâche pas. Pas ça que t'attendais, hein? T'as toujours une petite retenue, tu dis, ils veulent me voir à la gang, c'est non, mais c'est ça, tu dis, mais non. C'est le fun, c'était pour dire, merci, dans le fond, c'est une façon de dire merci. Oui, c'est ça. Mais ça prouve aussi que, tu sais, même dans les équipes les plus unies, il y a des différences, là. Puis, il y a des... Et les joueurs que tu viens de nommer défendaient beaucoup l'équipe. Ils en mangeaient des claques. Ben oui, Bob Baxter. Puis Bob Fitchner, puis Kurt Brackenberry, tu sais. C'est nous autres qui se ramassent avec les yeux au beurre noir, puis c'est les vedettes qui ont les manchettes dans les journaux. Dernière question. Non, pas toutes. J'ai pas d'horaire.
AMH ou Ligue nationale? En fait, de bonheur de suivre tout ça. Je dis ça parce que j'ai souvenir, évidemment, d'un collègue, Marc Simoneau, qui lui disait, dans le fond, on a eu plus de fun dans l'AMH que dans la Ligue nationale. Toi, tu dirais... Je vais peut-être être un peu pittoresque. Qu'est-ce que tu dis? Pour un journaliste, c'était plus emballant dans l'AMH. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que tu pouvais sortir une bonne nouvelle à tous les jours. Si tu n'avais pas un scoop par mois quasiment dans l'AMH, parce que tu faisais pas ta job, il y en avait partout. Puis c'était emballant pour un journaliste parce que tu arrives avec des choses nouvelles tout le temps. Puis il y avait beaucoup d'imprévus. Puis tu sais, les Nordiques, il y en a eu des rebondissements. Ne serait-ce que la comparaison avec la Ligue nationale, il y a toujours un joueur qui parlait, puis l'autre, il fait plus que moi. Puis il y a toujours de quoi, là. Puis c'était moins contrôlé aussi. Oui. Tu sais, j'ai eu du fun dans la Ligue nationale, là. Mais l'AMH, c'était plus emballant. Je vais vous dire, une fois, j'ai pris une nouvelle, vous allez dire, ça se peut pas. Rudy Pelus, c'était le grand boss des Jets de Winnipeg. Mm-hmm. Il avait été avec les Blackhawks de Chicago. Il me rencontre dans l'aréna. Vous autres, ma maudite gang de Québec, vous m'énervez. Ça n'a pas de bon sens. Le trade que vous venez, les joueurs que vous venez de ramasser, étaient supposés venir ici. Puis ils sont allés à Québec. Puis c'était pas annoncé encore, là. Toi, ils t'apprenaient ça, là. Ah, c'est-tu bon, ça? Oui. De même, là. Wow. Ça n'a pas d'allure ce que vous venez de prendre comme joueur. Oui, puis il me donne 3-4 noms. Toi, t'es là. Oui, ben oui. Hey. Donc, je me rappelle un nom à l'époque d'un joueur qui s'appelait Peter Driscoll. Entre autres, il y avait lui, puis un gardien de but. Puis... Tabarouette, moi, je ramasse tout ça, puis fallait je le trosse, puis j'avais marqué, par contre, son nom dans le texte, là. Selon. Mais c'était bien ça, là, ça a été confirmé après. Mais c'était pour me chanter des bêtises. Il avait dit ça de même. John Ferguson, une fois... Il me semble de voir Maurice dans le corridor. Ben oui, écoute, il fait le gars qui le sait, mais tu le sais pas. Ben non, je ne sais pas. Mais une fois, John Ferguson, quand il était à Winnipeg aussi, après. Puis il m'avait donné une nouvelle comme ça, là. Il dit... Daniel Bouchard, il dit, il est encore bon? Ben, j'ai dit, il a ralenti. Ouais, c'est correct. Il dit, on s'en occupe. Puis finalement, il m'avait donné la nouvelle, là, une affaire de... Mais... Puis ça, je te dis, c'était emballant pour un journaliste. Tu avais de la nouvelle, puis c'était de l'information inédite. C'est une ligue plus d'audace aussi. Mais c'était dans la moins façon structuré aussi. Ça sortait de partout, là. Fait que... Mais, tu sais, pour un journaliste, là, tu peux pas cracher là-dessus. Oui. Puis y a des contre, dans la Ligue nationale, moi, je te dirais quand... Puis, tu sais, je t'ai parlé beaucoup de l'AMH, le gros noyau de 8 joueurs, là. Mais dans la Ligue nationale, là, tu sais, quand t'es arrivé avec les Stachny, t'es arrivé avec Goulet, t'es arrivé avec Hunter, et ça jouait du gros hockey, là. Tu sais, c'était une autre dimension, là. Oui. Mais les Stachny, là, il y a une année, là, ils ont fait des beaux jeux, là. Comme tu jouais pas, espèce... Comme il n'y en a plus. Comme il n'y en a plus. Des jeux de passe extraordinaires. Parce que ton texte, tu parlais de la fois où il y a eu la chicane entre Bouchard et Bergeron. Puis je me souviens de ce texte-là, puis comment cette journée-là, c'était... c'était en fait, d'autant plus qu'on était à 2 coins de rue des séries. Ah, tu te souviens? Et là, tout le monde s'était dit, ah ben là, la mère des poignets, ça va se finir en 4. Puis là, c'est l'année où ils ont passé pas loin, en fait. C'est l'année où ils se sont rendus contre les Highlanders. Perdu en 4. Évidemment, là, c'est la grosse équipe des Highlanders. On pourrait la nommer. Bon, voici. Mais tu sais, quand je t'ai parlé tout à l'heure que tu as peut-être une mission inachevée, là. À ce moment-là, il était pas loin. Mais il était pas loin, mais tu étais pogné avec les Highlanders et les Oilers. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était dur à battre. Oui. Là. Les Highlanders, c'était... Juste curiosité, parce que ça a été, moi, je pense que c'était un moment, pour bien des gens aussi majeur, l'arrivée en pleine nuit des Stachny, en fait, le transfert des Stachny. Tu as su ça comment? Te rappelles-tu exactement comment tu as su la patente? L'as-tu su un peu avant que ça sorte? Ou? Mais si je me souviens bien, quand les Stachny sont arrivés, on l'a su juste lorsque c'était arrivé. À l'aéroport, genre? OK. Oui, Par contre, après ça, on n'avait plus de terrain, même Marianne un peu. Moi, je me rappelle, j'avais écrit une nouvelle, puis là, on m'a dit en affaire Gilles Léger, puis Marcel Aubé voulait me tuer. J'avais dit que Marianne était restée là-bas, mais qu'on était après préparer son arrivée, là. Puis dans ce temps-là, il ne voulait pas le dire, puis il ne voulait pas le confirmer. Il n'était pas fier de toi, là? Il n'était pas fier de toi. Mais c'était vrai? Ben oui, c'était vrai. Anton qui m'en avait parlé. Puis Anton, c'était un des gars les plus sympathiques
que j'ai vu. As-tu un bouffon? Il me semble qu'on m'a dit que lui, il faisait des niaiseries tout le temps. Oui, puis il m'avait dit une fois, il dit, Maurice, quand je veux lire comme il faut, puis là, quand je me vante, vous allez dire, je lis tes textes, je trouve que c'est bien fait. Quand je veux voir des photos, je regarde d'autres choses. Il dit. Mais en même temps, il était de même. Puis, et tu parlais de Gilles Léger. Gilles Léger, qui a joué un rôle important là-dedans. Qui, lui, avait aussi travaillé avec les Bulls de Birmingham. Mais c'est lui qui avait fait Nedomansky puis Farda. Nedomansky, oui. Alors, évidemment, il y avait toutes les connexions, lui, avec le fameux l'agent 007, là, Katona ou Ketona de Toronto. Là. C'est un méchant numéro, ça, là. D'ailleurs, je pense qu'ils ont voulu collecter plus d'argent auprès des Stachny, mais ils n'ont pas été chanceux, là. Oui, c'était. Oui, c'était tout un numéro. Puis moi, je me rappelle, j'avais écrit sur lui. Et puis, j'avais parlé que. Tu sais, j'essayais de déterrer des affaires. Puis on était allé souper un soir dans un restaurant sur la rue Yonge à Toronto. Ça s'appelait le Colosseum, je ne sais pas trop. Puis il était là. Puis il m'avait dit. Mets plus mon nom dans ton journal, toi. C'était clair? C'était clair. Mais, bon, on avait dit dans 2 mois, il ne verra pas ça, lui. Puis, ça n'en rappellera pas. Il mangera de la colle. Merci, Maurice, d'être passé. C'est un plaisir. C'est un beau cadeau. Es-tu content, Luc? C'est un magnifique cadeau. Luc Dupont, Maurice Dumas. Merci. Puis c'est un cadeau pour moi aussi. C'est un plaisir.